Bon, let's go. Let's go. T'as fait le clap? Ouais. Ok. Mais en vrai, on laisse tout dès le début. Il n'y a pas d'intro, machin. C'est parti, les gars. On y va. Let's go. C'est parti. Du coup, je fais une présentation très simple, mais j'aimerais bien que ce soit toi qui te présentes toi-même. Mais du coup, j'ai trouvé intéressant d'avoir à ce podcast deux ingé sons qui ont deux approches, de mon point de vue, différentes. Ça, c'est pas dit. Ça, c'est... Non, mais deux approches différentes, j'ai pas fini de parler, laisse-moi parler. Dans l'approche, toi, tu es assez business dans ta façon de bosser. Puis lui, il est plus côté... Enfin, après, c'est mon ressenti. Puis peut-être que pendant le podcast, je vais découvrir complètement autre chose. Et toi, tu as plus l'approche créative, d'avoir vraiment le résultat artistique derrière le morceau. Ouais. Je dis pas que tu n'es pas du tout artistique, mais toi, tu as plus... C'est exactement ce que tu viens de dire. En vrai, je viens de me rendre compte. Tu as plus l'approche business dans... D'ailleurs, pour ceux qui matent les podcasts, vous le savez, lui, c'est un gars business. Donc voilà. Ouais, et du coup, je me suis dit, c'est intéressant. La case, Bon, je vous casse. C'est comme ça. Moi, gratuit. C'est gratuit. C'est mardi. Non, on est mercredi. Je suis un peu déphasé. Mais m'en voudrez pas. Mais du coup, je trouve hyper intéressant de vous faire rencontrer les deux puis dans ce podcast. Et puis, merci pour nous accueillir. Là, on est chez toi, c'est ça? Ouais, dans ton chez Réponse Studio, exactement. Voilà, donc vas-y, je te laisse parler un peu de Réponse Studio, de David, Alors, c'est ce que tu fais. C'est un studio qui a en fait, je suis ingénieur en automation en informatique de base, et puis j'ai tout lâché, j'ai tout flanqué loin il y a une dizaine d'années pour me consacrer. En fait, j'ai relié simplement la technique avec la musique qui était ma passion depuis des années, puis plus que 20 ans, quoi. Donc, j'adore la musique et je me suis dit, pourquoi pas tout lâcher et puis ouvrir un studio. Et voilà, donc je me suis formé. Tu t'es formé où? Avec un excellent ingénieur son. Je ne vais pas donner son nom parce que c'est un les grumpy engineers qui dévoilent pas. La rétention d'infos, les gars. Exactement. Et puis après, je me suis lancé dans l'aventure. Pas tête baissée parce que c'était quand même réfléchi, mais par contre après c'est une aventure unique, quoi. Voilà. Ouais. On y reviendra un peu après. Je pense que c'est un sujet qui est intéressant de comment tu arrives d'ingénieur informaticien à te dire vas-y, j'ouvre un studio, parce que t'as quand même, je pense que vous le voyez dans la cam, il y a quand même pas mal de matos. Okay. Comment est-ce que c'est venu petit à petit? Est-ce que tu t'es fait une petite trésor avant, puis tu t'es dit c'est bon, j'ai assez de thunes, je peux ouvrir un studio, tu vois? Tout à fait. Je pense que ça peut être un sujet. C'est un truc intéressant. Je pense qu'il y en a d'autres qui veulent aussi, c'est peut-être le rêve de lancer leur studio d'ingé son. À fond. On pourrait parler un petit peu des conseils, par exemple, pour le gars qui veut lancer un studio ou même simplement faire du service un peu audio. Tu vois, clairement, quoi du faire, coup, quoi pas faire, les pièges à éviter, tu vois. Ouais, clairement. Ça peut être intéressant. Clairement. Trop bien. Ok, let's go. Et puis, du coup, vas-y, je dis plus tard, en fait, venons au sujet direct, quoi. Ouais, avant d'ouvrir ton studio, comment c'était venu le déclic? Alors, déjà, c'est ce truc de se dire, quand tu travailles tout dans le développement, comment je voyais que le monde tournait, je me suis dit, il faut que j'avais envie de trouver un autre objectif de vie. Et puis, musique technique, comme je l'ai dit. J'ai allié le tout et au moment de créer mon studio, j'ai fait un plan de manager, tout ce qu'il fallait et tout. Enfin, il y a plein de choses qui étaient dans le rouge, forcément, qui disaient que le marché était saturé. Tu as quand même fait un business plan pour te lancer. Ouais, bien sûr, business plan, j'en ai parlé autour. Quoi. Ça peut être intéressant, justement. C'était quoi on est en Suisse, juste pour situer, on est à Neuchâtel en Suisse, un peu au milieu de la Suisse. Mais quel était le résultat de ça? Donc, saturé. Alors, le résultat, ça remonte à 10 ans, mais le résultat, globalement, c'était déjà le risque, sur une note de 0 à 10, quand on le dit, c'est la note la plus dangereuse, disons j'étais à 8, donc fallait, pour se lancer, il fallait un petit coup de folie, mais c'est vrai qu'après, il y a aussi l'entourage qui fait beaucoup. Ouais. Et puis, j'ai beaucoup de soutien. Ouais, voilà, exactement, la famille, les amis, Ils te disaient pas des trucs genre... Alors, t'as la moitié qui m'ont dit tu vas te casser la gueule, ça c'est clair, mais après ils me connaissent pas. On parle de soutien moral. Mais moral, et puis surtout en fait, déjà quand je parle du son, quand je parle de la musique, j'ai des étoiles qui brillent dans les yeux, puis ils se sont dit putain, pour que le mec il vive, il faut ça. Quoi. Oui. Et puis clairement, clairement c'est ce qui est arrivé, quoi. Malgré que tous les indicateurs étaient au rouge. C'est quoi le truc qui te faisait le plus peur quand tu t'es lancé? C'est que t'es pas de clients, puis financement de tout ce matos, tout se casse la gueule, puis qu'en fait
que cet objectif soit complètement irréel. Alors, les signaux étaient au rouge, mais c'était pas irréel, infaisable. Je dirais peut-être qu'aujourd'hui, ça serait différent, parce que c'est vrai que le monde a changé en 10 ans, quand même. Mais c'était pas irréalisable. Mais par contre, il y avait un effort à fournir de fou. Et puis après, surtout que moi, il y avait une partie que je maîtrisais pas du tout, que tu connais d'ailleurs, qui est la partie marketing. Donc ça, c'est une partie pour moi, visibilité, comme par exemple faire un podcast. Je trouve que c'est un truc, en fait, moi, je suis quelqu'un de tellement dans mon petit monde, dans ma petite bulle, que de me montrer comme ça et tout, c'est chaque fois un exercice, en fait. Mais ça, c'est un peu le cliché de l'ingé son. On a un peu tous ces trucs. Et on a tous ce côté-là, je pense qu'il faut l'avoir, de geek, d'être dans son truc, de pouvoir passer 8 heures sur une prod, sur un mix. Aussi réussir à s'accompagner de gens qui peuvent t'aider, comme pour tout métier au final. Après, je pense que c'est aussi un a priori de dire, tu vois, genre, t'es ingé son, t'es dans l'artistique, tu peux pas avoir l'autre côté, tu vois. Non, tu peux. Je pense que tout le monde peut l'avoir. Après, c'est... Au début, de te faire accompagner pour que tu développes des réflexes, te former. Maintenant que tu t'es formé à être ingé son, à l'époque déjà, maintenant que tu es confortable avec ça, de commencer à apprendre d'autres aspects et tout. Mais du coup, aujourd'hui, par exemple, toi, ton stud, quand tu as commencé, parce que tu as quand même le matos, on va pas se mentir, tu as starté, tu as tout de suite mis un budget conséquent pour le construire, ou tu allé petit à petit, tu as commencé d'abord avec l'insonorisation, après les enceintes, après les compresseurs, après ci, après ça. Alors, j'ai toujours eu... Donc, ce studio, avant, c'était une cabine de DJ, puis je l'ai fait petit à petit, j'ai mis des gears, des trucs, des machins, puis même derrière mon set, quand j'enregistrais mon set, j'avais des compresseurs, j'avais déjà un petit peu une partie, j'avais déjà du matos, et puis après, non, après c'est un gros investissement, j'ai sorti les économies, de l'argent que j'avais pas. mais tu t'es vraiment t'as pris un risque. Ah, j'ai pris un risque, vraiment le risque était là, et puis... Ça en valait la chandelle. Ouais, complètement. Ouais, parce que c'est 10 ans, malgré que... je peux peut-être parler un petit peu de ça, malgré que je vois toujours la vie comme étant... Il y a une partie... confort, comment je dirais ça, c'est le niveau de vie et la qualité de vie. Puis en fait, avant, c'est vrai qu'en étant dans le développement, dans les grosses boîtes, j'avais une qualité de vie, un niveau de vie qui était énorme, qui était grand, mais une qualité de vie moindre. Et puis j'ai fait le choix d'avoir une qualité de vie excellente, même de rêve, je dirais, et puis d'avoir un niveau de vie un peu plus bas aussi. Il faut faire une balance. Et ça aussi, c'est un truc. Faire des compromis, quoi, aussi à certains moments. Complètement. Ouais, ça, c'est hyper important de savoir sacrifier des choses, puis d'avoir aussi après l'entourage et la famille, comme je disais aussi. Voilà, je suis marié avec un enfant, donc la famille aussi, elle fait d'énormes efforts pour que ça vive, pour que ça existe. Et puis ça, c'est fort, c'est puissant, en fait. À fond. Je pense que c'est ultra important. Ouais, exactement. D'avoir cet entourage, d'avoir cette énergie derrière. Si tu l'as pas, voilà, quoi. Ouais. Je pense que c'est... Ouais. Toi, quand tu as starté, c'était un peu la même vibe, non ? Alors moi, c'est un peu différent parce que moi, j'ai pas pris de risque en réalité. Parce que moi, j'ai été vraiment petit à petit. Moi, j'ai fait un peu d'enseignement aussi à la SAE, tu sais. Moi, j'ai fait la SAE, puis après, j'ai été un petit peu prof là-bas, mais toujours à mi-temps, genre à 30-40%. Donc, j'avais ce truc un peu de sécu, tu vois, qui me payait mes factures, tout en à côté développant mon truc. Mais en vrai, moi, j'ai commencé à développer mon business, tu vois, mec, sur 10 ans, petit à petit. Mais j'étais pas pressé, j'avais pas besoin de me... Tu vois, c'était pas genre d'un coup, il faut que je trouve du business, machin. Donc, moi, j'ai pas eu ce côté risque et tout. Et c'est après, tu vois, que j'ai investi dans le studio, dans l'acoustique, etc. Tu vois. J'avais une première room qui était un peu comme tout le monde dans un sous-sol, un peu aménagé, tu vois. Des immenses matelas, là. Ouais, mec, ça faisait le job. J'avais juste ce qu'il fallait, mec. Voilà, tu vois, je faisais du travail, les gens étaient contents. Puis petit à petit, la client list, elle s'agrandit comme ça. Puis après, bon, bien sûr, moi, il y a eu le côté plus business, comme tu dis, YouTube, etc. Tu vois, qui a amené là une énorme vague de business, machin. Puis après, bon, ça a développé sur plein de trucs. Ça fait gentiment 5 ans là maintenant, YouTube, non ? YouTube, ça fait à peu près. À peu près 5 ans, ouais. 5 ans. C'est fou, tu vois. Mais moi, j'ai pas eu ce côté risque à prendre d'un coup. Genre, je me jette, tu vois. Puis en fait, moi, j'ai toujours fait ça, tu vois. Moi, j'ai un peu comme toi, DJ, background DJ, commencé à vouloir produire pour mixer ses propres tracks, tu vois. En voulant produire, bon, tu veux sonner bien, donc t'apprends, machin, tu vois. J'ai eu cette évolution un peu classique.
mais pas de risque. J'ai pas eu besoin de, tu vois, ce qui est une chance aussi, tu vois. Bien sûr. Clairement. Moi, il n'y a pas eu ce côté reconversion, tu vois, d'un coup. Ça, c'était déjà ton Comme beaucoup de métier. monde, en vrai. Bien sûr. Exactement. Alors ça, c'est cette partie reconversion, c'est parce qu'aussi j'arrivais à un bout. Enfin, je m'étais soufflé, tu vois, puis il fallait que je. Après, je suis un gars qui suis assez. Je suis tout le temps actif, donc j'aime beaucoup le boulot, j'adore bosser. Et puis, quand tu arrives. Au chômage après 15 ans de boulot intensif, tu te dis, il faut que je fasse quelque chose. Et puis, c'est aussi peut-être le truc qui fait que ça a poussé. Ce déclic-là, parce que me retrouver dans une usine, j'aurais plus voulu. Et dans le développement, machin, j'aurais plus voulu. Donc, je me suis dit, vraiment, là, maintenant, c'est pied au cul, et puis boum, on y va, quoi. Mais ça, c'est beau, c'est un beau message, je pense. Parce que tu vois, le fait de simplement faire ce que tu kiffes, en vrai. Tu vois. Ouais, c'est ça. En l'occurrence, c'est le son, la musique, mais tu vois, il y en a plein des gens, en vrai, tout le monde a un truc qui kiffe, puis les gens choisissent un peu la sécurité, machin, puis les années passent. Puis à un moment, tu te dis, merde, j'ai branlé, tu vois. Complètement. Le pire, c'est que les études, j'ai fait les études même en cours du soir. Donc, j'ai fait sur 6 ans, ça fait presque en tout cas 8 ans d'études. Puis il y a une partie qui est en cours du soir pour atteindre cet objectif d'être ingénieur. Et en fait, au bout du compte, tu te dis, ouais, mais en fait, c'est peut-être pas. Alors, ça m'a apporté plein de choses pour maintenant. Ça a un bagage énorme. Mais voilà, il y a vraiment ce côté où j'avais besoin de faire cette rupture. À fond. Du coup, c'était le bon move, quoi. Parce qu'aujourd'hui, tu es passionné et puis tu kiffes ce que tu fais. De toute façon, je pense que tu es obligé d'être passionné. Tu ne peux pas faire ce job-là. Si tu n'es pas passionné. Littéralement, tu vois. Je veux dire, il y en a plein. Il y a plein de clients. Il va falloir m'expliquer pourquoi vous tirez toujours la gueule, les ingénieurs. Parce que pourquoi on est grumpy? Pourquoi vous êtes grumpy? C'est les grumpy engineers. Les gars, ils sont passionnés. Hein. C'est une bonne question, en vrai, je ne saurais pas te dire. Grumpy engineer. Je pense que c'est les clients qui vous rendent fou. Non, je ne suis pas sûr, mec. Non, je pense pas. Ça peut, mais je pense pas que c'est le fond du problème, tu vois. Je te laisse l'honneur. Je sais pas. Alors, est-ce que je suis grumpy déjà? Ouais. Clairement. Ouais, clairement. Il paraît pas. Non. Il paraît pas. Attends, toi, comme ça. Toi, tu me connais bien. Après, je suis un peu plus. Après, c'est peut-être parce qu'on se connaît que tu te permets d'être grumpy. Peut-être que tu l'es pas avec tes clients. Sûr. Non, bien sûr, mec, bien sûr. Après, je sais pas, mec. Je sais pas. Franchement, je saurais pas te dire. Tu dis rajoute une règle. Non, ça sonne moche. Après, parce qu'après, t'as aussi ce côté, tu vois, des fois. C'est pas tous les clients, bien heureusement, et puis c'est plus au début, tu vois, les premiers clients, où c'est plus des gars, tu factures pas très cher, machin, et des fois, tu vois, t'as des mecs qui ont tu vois, genre, on vient te voir, le mec sait ce qu'il veut, tu vois, mais des fois, ce qu'il veut, c'est pas forcément... Tu vois ce que je veux dire? C'est un faux choix, entre guillemets. Même si c'est de la musique, on s'entend, tout est subjectif. Mais il y a quand même, de toute façon, ça, on l'a tous vécu. Et des fois, il faut avoir ce côté. En fait, c'est aussi beaucoup de la psychologie, le studio, tu vois. Ouais, complètement. Le côté, mec, beaucoup. C'est du deal, tu vois, du compromis, où tu es là, mais t'es sûr. Partage. Tu vois, voilà. Complètement. C'est peut-être ça qui peut rendre un petit peu. Peut-être grumpy à ce moment-là. Je sais pas, mec. Puis après, c'est vrai que j'ai toujours donné la priorité au choix de l'artiste. À fond. Je connais pas mal d'ingé sons. De toute façon, t'es obligé. Bien sûr. Mais j'en connais avant tout, tu vois. Oui, mais j'en connais des qui font le contraire. Tu viens avec un track, et puis le track, il te le modifie parce qu'il aime pas le kick, il aime pas la snare, il aime pas. Ça sonne différemment. Et ça, je trouve que voilà, exactement. Et moi, je laisse toujours l'opportunité à l'artiste de garder ses tracks. C'est important. Je vais essayer d'y toucher le moins. Ce qu'il y a, c'est de le mettre en valeur. C'est vraiment mettre en valeur son morceau, histoire qu'il passe le mieux possible. Et j'ai des fois, alors je reviens sur ce grumpy, c'est que de temps en temps, en fait, j'ai l'impression que c'est possible que je fasse un peu la moue quand le gars il dit ouais mais là il faut que je garde cette reverb sur cette piste, puis tu te dis putain mais la reverb elle fait chier, dégueulasse. Elle fait chier, et puis on peut puis la garder, c'est con parce que on va perdre du son. Exactement, on va perdre et puis alors là peut-être je rentre dans une espèce de frustration où je me dis putain le mec il m'écoute. Le son il a un potentiel 100 fois supérieur, quoi. Mais tu dois quand même finalement te plier à ce qu'il veut. C'est ça. C'est vrai que c'est un bon point. Et c'est vrai que ça peut générer une sorte de frustration des fois. C'est les clients qui vous pètent les couilles. C'est possible. Donc j'avais pas trop tort. Après, je te dirais que c'est un peu. Moi, j'ai de la chance, j'ai bossé avec. Son choix. Son choix. Après, j'ai de la chance, j'ai bossé avec David récemment sur un projet pour Atali là. Et puis ça va, t'étais pas vraiment.
Grumpy. Non, c'est vrai. Tu l'utilisais même pas du tout, en fait. J'ai appris à le maîtriser. Ouais, peut-être avec les années. Après, il rentrait chez lui, il a un sac de punching ball. Il dit pas, mais il vide. Il revient le soir, il change. Ils m'ont rien remarqué. J'avoue. Ouais. Mais du coup, vous avez des petits trucs que vous faites. Genre, d'un coup, un client, il te demande un truc, toi, tu sais qu'il faut absolument pas faire ça ou que ça va sonner faux. Puis du coup, tu forces d'un coup l'effet qu'il veut lui pour que ça sonne faux, pour qu'il dise ah non, on revient en arrière. Et puis, j'imagine qu'il y a plusieurs techniques. Ce dont il parlait, tu vois, je sais pas si tu connais le Fuck Your Rough Mix. Oui, bien sûr. Tu vois ça? Ouais. C'est, pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est Joshan Joshua, c'est ça son nom? C'est ça, ouais. Qui est à la base l'assistant de Dave Pensado, qui maintenant est devenu un gros mixing engineer bien famous. Il a fait des plugins là, donc Particle. Voilà. Et lui, c'est un peu sa marque de fabrique, son côté business, c'est fuck your rough mix. C'est-à-dire que si tu viens vers moi pour que je mixe. Bon, après, c'est un gars qui est. Tu vois, il peut. Si tu veux, ça. Voilà. Puis ça, mais en vrai, quand il a commencé, il avait déjà cette philosophie. Tu vois. Ouais. Et après, moi, je pense que ça s'entend, quoi. Ouais. Tu vois. Après, moi, j'ai un petit peu ce côté-là, un peu quand même. J'essaie. Alors, je vais pas imposer, tu vois, mais. Des fois, j'essaie, enfin, tu vois, je sais ce que je veux faire, je fais un truc qui est cool et tout, et puis, bon, bah, j'essaie de faire plaire au, tu vois. Puis après, faut faire un petit compromis, essayer de l'éduquer des fois sur certains trucs. Tu vois, parce que des fois, c'est des trucs techniques bêtes, hein. Comme, tu vois, l'exemple de la reverb, tu vois, il dit, ouais, mais je veux cette reverb, machin. Puis, je sais pas, tu vois, peut-être en l'occurrence, ouais, mais ta reverb, c'est que du bas mid, tu vois. Et si on laisse ce bas mid, ben, en fait, ça fait chier avec ta voix. Ta voix, ça la rend pas claire, ça enlève un truc. Donc, tu vois, montrer et lui montrer que si on fait une autre reverb, par exemple similaire, mais qui est plus dans les hauts mids, par exemple, hein, c'est pour l'exemple, bah là, d'un coup, la voix, tu vois, waouh, elle prend son... Voilà. Et là, du coup, le gars, si tu arrives à lui faire entendre, souvent, il va dire, ah bah ouais, en fait, t'as raison, tu vois. C'est ça le truc du son, c'est que tant que tu l'entends pas, c'est très dur de faire changer, tu vois. Et aussi que les mecs, en fait, ils écoutent leur prod, ils l'écoutent depuis, tu vois... des fois peu dans des mois, tu vois, d'une certaine manière. Donc dès que tu fais certains changements, en fait, au début, ils sont là, waouh, je reconnais plus. Tu vois. Ouais, puis ça les perturbe, mais ils n'ont pas ce recul pour dire, attends, est-ce que tout d'un coup, c'est pas mieux? Et après, ça dépend des gars dans quoi ils écoutent, ça dépend aussi à ce qu'ils référencent, tu vois. Parce que des fois, c'est aussi simple que ça. Attends, mec, je te fais écouter une ref, ok, compare ça, compare mon mix maintenant, compare ton mix avant, c'est quoi qui est mieux? Et là, tu vois, ah ouais, ok. En fait, t'as raison. C'est pas trop mal. C'est ça aussi, tu vois. Justement, j'hésite pas, moi, tout d'un coup, à balancer un mix world à un gars pour lui dire bah écoute, regarde comme il est, comme tu me l'as fait, comme tu me l'as demandé, exactement. et puis regarde comment ça peut être. Voilà. Moi, je veux dire, ça me dérange pas, et je trouve que des fois c'est juste le déclencheur qui fait que le mec il va l'écouter pendant 10 heures à la maison, à fond. Et puis il va se dire bah putain, il avait raison, quoi. Après, je pense que c'est aussi une satisfaction personnelle pour vous quand vous faites un mix qui sonne bien, que quand tu fais un mix avec les exigences du client, on va dire, et puis tu sais que ça sonne faux, toi, tu es frustré un peu, parce qu'au final, vu que tu as quand même la main à la pâte, c'est aussi un peu ton boulot. Surtout quand tu sais que ça va être mieux si tu le fais d'une certaine manière, tu vois. Mais je dis, tu préfères aussi le mec qui s'en bat les couilles. C'est ça qui est frustrant. Qui dit, vas-y, je prends mon chèque, je lui fais son truc comme il veut, et puis ciao, tu vois. Tu peux aussi te dire ça, tu vois. Mais tu vois, si on peut donner un bon conseil à un gars qui veut faire du service audio, c'est ne fais pas ce genre de truc. Mais ça, c'est la différence entre un bon chasseur et un mauvais chasseur. En fait, il faut faire les extra miles, de faire ça, de faire ce qu'on disait, c'est-à-dire proposer, faire le truc en plus, puis dire ok, regarde, je t'ai fait une nouvelle version, check ça, qu'est-ce que tu vois. Bien sûr. Parce que ça, comme tu dis, il y en a plein, ils en ont rien à foutre, mec. Il n'y a pas vraiment de com, c'est ok, vas-y, je fais j'encaisse, puis c'est réglé. Puis en fait, le gars, après coup, tu vois, sur le long terme, il va recomparer machin, il y aura des avis externes, puis ce sera pas ouf, tu vois. Et ça va lui desservir. Et du coup, il va pas forcément revenir, du coup, tu vois. Parce qu'il va se dire, ouais, lui, bof, c'était pas mal, mais bof, tu vois. Alors que si tu as une implication supplémentaire, bah, le gars, il se dit, ah ouais, bah, en fait, le gars, tu vois, il tenait à ma musique, tu vois. Il a pas juste voulu encaisser, faire un service de merde, et puis c'est réglé, tu vois. Complètement. C'est aussi ça qui différencie, si vous avez de l'expérience avec certains ingé sons, puis que je pense, vous voyez que les ingé sons, ils s'en battent les couilles, vraiment, ils vous livrent le projet comme ça, puis ils changent juste ce que vous voulez. C'est que c'est pas un bon ingé son. Déjà, pour moi, les red flags, c'est la communication, en fait. Alors, c'est à double tranchant parce que les gros gars, en fait, t'as zéro com parce qu'ils ont plus le temps. Donc, tu te retrouves à parler avec leur manager, ce genre de truc. Donc, c'est un peu à double tranchant, mais en dessous du niveau star, tu vois, des gars stars, machin, je pense que la com, c'est ultra important, tu vois. Le gars, si déjà... Enfin, moi, je fais des coups de fil, tu vois. Déjà parce que je préfère que le mail, ça m'emmerde, tu vois. Et puis surtout, tu parles, tu vois, t'as une intention. La musique, c'est de l'émotion. Donc, l'émotion, elle commence quand t'as deux personnes qui partagent, le pourquoi du comment, si t'arrives à expliquer. Et puis après, il y a aussi cette approche où on a cette connaissance qui permet de te dire, écoute, ta reverb là,
Bah, c'est ça. Et ça sonnera pas, ça ira pas. Et ils en ont long sur la reverb les deux. Hein, ouais, mais... Non, mais c'est un bon exemple. C'est un bon exemple. C'est un bon exemple parce que c'est quelque chose que tu dois mettre partout. Enfin, je veux dire, c'est quelque chose que tu mets dans tous les mix. Ouais. Donc c'est forcément l'exemple. Après, c'est un truc qui est dur à faire bien en vrai. Les mecs, souvent, ils font ça. C'est dur à faire. L'espace, tu vois, la 3D, la profondeur, en vrai, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire dans un mix vraiment bien fait. Ouais, bien sûr. C'est un peu le stade final. Ouais. Et c'est souvent le truc qui est le moins bien fait ou pas fait du tout. Tout et c'est aussi ce qui change la vibe, tu vois. Donc, techniquement, tu vois, déjà, quand tu t'expliques un gars qui commence dans le mixage, quand il te met une reverb sur une piste, tu lui dis, écoute, la reverb sur la piste, tu la mets à la limite. Si tu as besoin de quelque chose, si tu as besoin qu'elle soit comme ça, vraiment comme ça, puis qu'elle est entre guillemets artistique, oui, mais autrement, tu ne plantes jamais une reverb sur une piste. Et je veux dire, le débutant, bah, si tu prends son mix puis que tu ne lui expliques pas, le mec, il va pas comprendre la différence entre ton mix et puis le sien. Puis il va dire, attends, ma reverb, elle sonnait vachement volante, elle était planante et tout, puis là, plus. Bah oui, parce qu'il faut quand même de l'attaque dans ton son, il faut quand même que ton son, il a un certain punch. Si tu le mets sur ta reverb sur ta piste, bah, ça va tout écraser, la reverb, elle écrase complètement, tu vas la noyer complètement, puis tu auras plus justement cette profondeur. Et voilà, on parle sur la reverb, mais c'est vraiment l'exemple typique, quoi, parce que c'est un truc, si tu l'as pas vu à quelque part, dans un tuto ou sur le net quelque part, tu vas planter ta reverb sur la piste, parce que ça te paraît logique, parce que tu fais tout le reste la même chose, et voilà. En parlant de reverb, toi, tu as sorti un tuto il n'y a pas longtemps sur les reverbs, sur les voix, non ? Ouais, c'est possible. Ouais. Je crois que je l'avais vu. Oui, je donnais un peu les trucs de base. C'est ce qu'il disait. Ouais, c'est exactement de quoi vous parlez. Tu choisis ce que ton voix attend. C'est exactement ça. Tu as des trucs tout con. Tu n'envoies pas tout le temps tout au même niveau, tu vois, sur une voix. Tu envoies juste certains mots un peu plus. Tu vois, des petits détails à la con qui changent tout, quoi. En fait, c'est simple. Si tu vas schématiser la reverb, c'est une source à part entière pour moi. Tu vois, c'est pas un FX. Tu as une reverb, tu crées un nouveau signal. Tu dois le traiter comme tel, tu vois. C'est un nouveau truc que tu dois. C'est un layer, en fait. Tu viens mélanger. Clairement. C'est ça, quoi. C'est quoi vos reverbs favorites, vu qu'on parle de reverb ? Il y en a plein. Ouais, il y en a beaucoup, mais c'est vrai que. Mais genre, si tu devais partir sur une île avec un seul plugin de reverb, tu partirais avec lequel ? Bon, alors moi, je suis plutôt dans le hardware, mais le TC, tout ce qui est TC, la 350, et puis après, tout ce qui est dans le rack, dans le TC électronique aussi. Les TC sont vraiment bien parce qu'elles sont super brillantes, sont très naturelles. Voilà, c'est en tout cas, pour ce qui est globalement de la reverb, d'une reverb globale de voix ou quelque chose comme ça, c'est quelque chose qui fonctionne très très bien pour moi. Et puis après, au niveau plug, j'aime beaucoup ces plugs que Native ont sortis. La RAM, elle est juste débile. Elle est cool, elle est vraiment cool, c'est vraiment une bonne. C'est bête, mais ça marche. Ouais, exactement. C'est un peu. T'as plein d'effets, pas juste de la reverb. Ouais, c'est combiné avec des delays, c'est vraiment bien foutu. Après, il y a aussi ce que c'est là. T'as déjà passé le quota pour rentrer sur l'île. C'est vrai ? C'est un plugin. Un seul plug, c'est difficile en vrai. Mais c'est dur. En fait, surtout la reverb, parce que la reverb, c'est pour le coup. T'as vraiment chaque reverb, elle a une couleur, un teint, tu vois, donc c'est dur de. Il y a une qui serait un peu le couteau suisse pour toi, peut-être. Je pense franchement, en termes de business, je dirais les Valhalla, parce que les Valhalla, mec, c'est ce que les gens veulent, ils entendent ça partout, donc c'est. C'est vrai ? Ouais, mec, bien sûr, dans la pop, les trucs. Ouais, les Valhalla. La suite des Valhalla, je dirais. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. La vintage Valhalla. Celle qui est un peu orange, là. La Room, ouais. La Room, c'est la rouge. T'as la Room, c'est la grise-rouge, là, ouais, exactement. Ouais. Le bleu, c'est le delay, non ? T'as aussi Supermassive, là, qui est gratuite d'ailleurs, qui est super. Ouais. Si vous galérez en mixage, mastering, production, que vous voulez vous améliorer, que vous voulez être capable de faire des tracks dont vous êtes fier, que vous pouvez montrer, signer sur des labels, faire des mix équilibrés qui sonnent partout, j'ai plusieurs formations qui peuvent vraiment vous aider à prendre un énorme raccourci dans votre temps d'apprentissage. Des milliers d'étudiants se forment chez moi et ont de vrais résultats concrets qu'ils arrivent à appliquer derrière. Certains ont réussi à signer sur des labels, certains jouent en soirée, d'autres développent leur carrière en tant que producteurs. Si ça vous intéresse, j'ai des formations toutes faites qui peuvent vous apprendre toutes les bases et vous amener toute la
techniques avancées dont vous aurez besoin pour réaliser tout ça. Bien sûr, vous aurez un suivi derrière. Et à côté de ça, j'ai aussi des offres de coaching avancées où je peux vous suivre sur plusieurs mois. Pour ça, il faut m'écrire un mail ici. Ou si vous préférez déléguer tout ce travail, si vous préférez vous concentrer sur la production, bien sûr, je peux aussi travailler sur votre musique, faire de la coprod, réaliser les mixages, les masterings pour vraiment pousser votre musique et aller dans la compétition, faire sonner ça comme vos artistes préférés. Si tout ça vous intéresse, vous avez tous les liens en bas. Vous pouvez soit vous former sur stropstudio.school, soit me booker via stropstudio.com. Je vous mets tout en dessous. En parlant de... Comment il s'appelle la suite? Tu as dit que c'était Pesados Place, là, sa politique, là, que tu disais avant de... Ah, Joshua. Ouais, Fuck your off mix. Ouais, en gros, c'est genre, c'est ce que je fais moi ou rien, quoi. Bah, en fait, mais c'est parce que lui, il a une vision du son, machin, et il va pas essayer de respecter ton rough mix. Moi, en vrai, je respecte de ouf ça. Si tu veux la théorie de ça, c'est qu'en fait, le rough mix, c'est comme je disais avant, c'est que les mecs, en fait, c'est un mix qui se fait un peu à l'instinct, tu vois. C'est que tu produis, c'est un truc instinctif, ok, tu vois, mais à partir de là, en fait, tu peux développer toujours plus loin et ça va changer. C'est juste ça. Donc, c'est juste le fait, en fait, le changement qu'il va apporter. Bah, si tu vas vers lui, c'est pour ça que tu vas vers lui, tu vois. C'est pas. Et ça, d'un côté, moi, je suis assez d'accord. Il cultive ça en plus. Après, t'as un son aussi. On a tous un son, hein. Quoi qu'on puisse dire, on a tous une sorte de patte, un truc. On peut développer plus ou moins. Mais justement, c'est là où je voulais en venir. Moi, je respecte une chez ça parce que, par exemple, là, avec David, j'ai bossé pour la première fois un son, on va dire, un peu plus pop, house. Enfin, c'est un peu un mélange de différents genres de musique. Mais typiquement, moi, j'ai pas l'approche ingénieur son, je le suis tout simplement pas. Je suis plus le créatif, mais moi, je fais totalement confiance à l'ingé son, tu vois. Si le gars il va me dire... Mais ça, c'est la bonne attitude. Enfin, je veux dire... Tu vois, je veux dire, et du coup, par exemple, pour moi, qui est l'approche créative, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme ça, le choix de l'ingénieur son est un choix artistique pour moi. À fond. Tu vois, ça fait partie du processus, bien sûr. Je sais qu'il y a des morceaux, peut-être je vais pas bosser avec David pour certains types de morceaux, plutôt avec toi ou quelqu'un... Puis avec toi, par exemple, je n'irai pas bosser le genre de morceau que j'ai fait avec David, là, avec Atali, par exemple, tu vois. Parce que je vois très bien la patte que toi t'apportes ou que toi t'apportes, elles sont... Au final, le son sonne bien, ça, c'est l'objectif final, on va dire, mais il y a des petits trucs, des petites subtilités que c'est pas que vous sauriez pas le faire, c'est juste que par défaut, toi, tu le fais comme ça, puis toi, par défaut, tu le fais d'une autre manière. Et puis pour certains sons, David, je trouve c'est parfait comment il bosse, et puis pour d'autres types de morceaux, toi, ça serait parfait pour dessus. Et du coup, c'est pour ça que je dis, je respecte très bien ce côté ingé son. Tu vas voir quelqu'un aussi pour son expertise, tout simplement. Ouais, voilà, tu vois. Moi, je suis plus le gars, je vais grailler le son. Alors là, dans l'occurrence, l'expérience qu'on a eue ensemble, c'est qu'on est venu enregistrer à Tali, parce qu'il a une cabine à côté d'enregistrement. Et puis, ça faisait sens de venir enregistrer ici plutôt que de faire un truc homemade. Et puis du coup, voilà, mais en général, moi, les quelques morceaux que j'ai fait, c'est genre, je graille chez moi, je envoie l'ingé son, je lui donne une ref, puis le gars, il va mixer le truc comme ça, puis je fais confiance. Le gars, il m'envoie la livraison, on fait des retouches. Voilà, le schéma classique, un peu comme toi avec tes clients, par exemple. Après, ça dépend aussi du niveau, du level de l'artiste, tu vois. Parce que maintenant, de plus en plus, t'as des artistes qui ont un level monstrueux. Hein. Clairement. Et en fait, parce que quand tu prod... Moi, je te parle vraiment de musique électronique. Hein. Les gens me connaissent, toi, peut-être... Toi, en vrai, tu touches à tout, en fait. C'est quoi ta spécialité, si tu devais être en gros? Ouais, moi, je pense que c'est l'électro, plutôt électro, hip-hop, les deux, électro-hip-hop. J'enregistre pas mal de gens. J'enregistre pas mal plus d'enregistrements, alors que moi, pas du tout. T'enregistres des bandes un peu, genre guitare et tout aussi. Prochainement aussi, j'ai un band de la région qui vient. Ah oui, mais tu m'avais dit là. Qui va faire son album ici. Donc, non, alors je suis un peu multi-style, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour l'électro et le hip-hop, quoi. Tu m'avais parlé, peut-être je te laisse finir, toi t'avais une idée en tête et après je reviendrai sur un autre sujet. Ouais, mais en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en musique électronique, le truc, c'est qu'il n'y a pas vraiment, tu vois, ce truc de on produit, on mixe, on master, tu vois. En vrai, c'est un melting pot, tu vois. Quand tu produis, tu mixes, tu vois. Quand tu produis bien, en vrai, il n'y a pas de mix, tu vois. Je dis, tu le fais directement, tout sonne bien direct. Et justement, quand tu as des artistes qui ont un level, bah, en fait, tu reçois des trucs, en vrai, le mix, il n'y a pas de mix. Alors, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas rajouter une plus-value, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que les décisions de mix, tu vois, global, genre la balance, les machins, tout ça, c'est bien fait et c'est fait. Et le gars, c'est ce qu'il veut, tu vois. Et là, dans ce cas-là, t'es pas là pour réinventer le mix. Non, clairement. Donc là, tu vois, le fuck your rough mix, en fait, il y a plus de mix. Le mix est déjà fait. Donc c'est plus un rough mix. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est une autre approche. Et là, dans ce cas-là, pour ma part, je suis vraiment
en mode mastering, enfin en mode finalisation. Tu vois. Après, moi, c'est vraiment mon truc aussi, c'est que je finalise en vrai. Tu vois, The Finalizer. Ça pourrait être comme The Punisher. Ça va te suivre, ça. Non, mais c'est vrai, moi, j'ai cette approche où, en fait, le gars vient vers moi et puis on fait ce qu'il faut pour finir. S'il faut mixer, on mixe. Des fois, on refait un peu de prod aussi, on refait un sound design, tu vois, peu importe. Nous, on a refait un peu de prod au final. Oui, bien sûr. Puis après, il y a 2-3 fois où c'est qu'il y a des choix, où c'est que, c'est clair que ça fait, quand t'as un gars qui est à côté de toi, ça fait 10 ans qu'il fait de la zik, puis le gars il dit putain, là je vois, il faut qu'on cut, il faut qu'on. Tout d'un coup tu te dis bon, why not, puis t'essaies, puis wow, puis boum, puis tu dis voilà. C'est une collab, et souvent, moi ça m'arrive, alors après ça c'est avec des gars qui touchent, ces gars qui ont de l'expérience, c'est que des fois ils amènent une vue justement sur le truc que j'aurais pas forcément eu, et comme tu dis, tu testes, et en fait là, ouais mec, c'était une fat idée, tu vois, et je l'aurais pas eu tout seul, et c'est un travail collaboratif, tu vois, et je trouve que c'est ça qui est cool, et c'est ça des fois qui se perd, où les gens ils sont là, tu sais, ils ont un peu ce côté défensif, ils font pas vraiment confiance, c'est là, non, mais je veux que ça sonne comme ça, et puis tu vois, le côté grumpy, c'est ça en vrai. Tu vois, on y est. Ça a émergé. Ouais, mais c'est vrai. C'est vrai. Je le conscientise en parlant, tu vois. Ouais, complètement. Mais du coup, vu qu'on parle de l'aspect collaboratif, puis surtout qu'il y a le dernier podcast qui est sorti avec, j'ai oublié son prénom. Quentin qui est expert avec tout ce qui est droit d'auteur, SACEM, qui est juriste. Du coup, à quel moment vous vous permettez de dire à l'artiste, en tant qu'ingénieur son, j'ai des droits sur le morceau? Alors ça, c'est des deals, c'est au niveau du deal. C'est au niveau du deal parce que c'est très difficile. Vous avez quand même beaucoup de clients, tu vois. Donc à quel moment tu te dis, bon là, j'ai quand même à mes droits dessus. En fait, dès le moment où tu fais des vrais choix artistiques de prod, tu vois, où vraiment tu diriges le morceau. Ça peut intéresser pas mal de gens qui bossent avec l'ingé son, parce qu'il y en a plein, ils savent pas, ils connaissent rien en termes de droits. En fait, plus tu t'impliques, quand tu es un peu impliqué dans le processus artistique, moi je pense, mais un peu plus que juste mixage, tu vois, quel type de reverb on met sur la voix, tu vois, un peu plus que ça. Là, moi je commence à parler de points dessus et compagnie. Tout à fait. Alors, je pense que moi, je connais la réponse, c'est pour ça que je laisse les ingé sons parler. Tu me diras si j'ai tort, mais dans la théorie veut que si le gars, il n'était pas venu faire le son chez cet ingénieur son, le son il aurait jamais ressemblé à ce qu'il était. Donc, la théorie veut que tu aies des points sur les droits d'auteur. Après, moi, si j'en demande, c'est 10%, c'est rien. Mais c'est juste une question de... C'est juste une question d'approche, en fait. C'est une question de logique, enfin. De bon sens. De bon sens. Je veux dire, si tu as un peintre, puis tu viens toucher sur sa toile sa peinture, c'est clair que tu as un droit dessus, quoi. Tout à fait. Ça me paraît complètement logique. Après, c'est pas toujours bien apprécié. Et puis, c'est souvent très mal connu. Et en règle générale, il y en a plein qui viennent, puis qui disent non, moi, c'est... alors, ça me dérange pas plus, mais c'est vrai que c'est pas la réalité. La réalité. Après, ça dépend des deals et puis ça dépend où t'es. La SACEM, c'est une chose, mais c'est très similaire à ce qui se passe en Suisse. En Suisse, c'est la Suiza. C'est pareil. Dans les grandes lignes, c'est dans les grandes lignes. Mais par exemple, moi, de ce que je sais, c'est que dès le moment où l'ingénieur son, en fait, si tu veux, l'ingénierie du son est considérée, en tout cas en Suisse, comme un service. Puis le service, il est déjà payé. Donc, dès le moment où tu payes un service, celui qui fait le service, tu ne demandes plus rien après. C'est comme un gars qui fait de la vidéo, etc. Tu peux faire un deal. Alors après, tu peux faire des deals. Mais dès le moment où il y a de l'édit, où c'est de la composition, de l'arrangement, des trucs comme ça. C'est de l'arrangement. Là, tu fais partie dans la catégorie de celui qui fait partie de l'arrangement et l'ingénieur. Là, c'est là où tu as des droits, justement, parce que tu fais de l'arrangement, tu fais de l'édit, tu fais potentiellement de l'enregistrement. Mais si ça s'arrête simplement à du service, vu que tu payes le service, c'est comme, je dis n'importe quoi, mais tu fais un shooting photo avec un gars, tu lui as payé pour le shooting photo, le gars ne va pas te demander des droits d'auteur sur le shooting photo. Donc, c'est le même principe. Mais il était tout seul derrière l'appareil photo, tu vois, quand même. T'as éclaté quand même. Alors, c'est très juste, mais ça reste du service. Tu vois, donc, c'est fait comme ça, justement, parce que sinon, tu ne ferais pas payer ton service et tu te ferais rémunérer qu'avec les droits d'auteur. Donc, c'est pour ça qu'on fait payer des services. Mais du coup, comme ça, vous savez. Alors, en tout cas, après, ça dépend des deals. Il y a des gens, par exemple, ils vont dire, OK, je te fais peut-être moins cher ou je te fais rien. Et puis, derrière, tu me donnes des droits. C'est ce que j'allais dire. Après, des fois, tu as des artistes qui n'ont pas des gros budgets aussi. Voilà, et puis tu fais un deal.
Puis voilà. Mais du coup, de manière générale, le truc standard, si tu commandes un ingé son, juste le mastering, par exemple, Oui, non, ça. là, t'as un service, t'as rien. Par contre, si par exemple, t'envoies un morceau, puis que tu le bosses en studio, comme nous, on l'a fait avec Atali, nous, on est venu ici, on a enregistré, on a fait une vraie collaboration, le morceau, il avait une gueule au début, après, on l'a encore édité, on a transformé le son. Là, typiquement, dans notre cas de figure, pour donner un exemple, il y a clairement des droits qui viennent à David, parce que il y a un échange, il y a un vrai travail collaboratif, pour utiliser le terme que tu disais tout à l'heure. Et puis là, il y a des droits parce qu'il a fait partie de l'arrangement, dans la composition, etc. Donc voilà, chaque cas est différent. Et puis, mais c'est assez ambigu, parce que tu as tellement de droits, tu as les droits voisins. Il a très bien parlé. Les mécaniques, Quentin. J'allais dire Kevin, je sais pas pourquoi. Quentin l'a très bien parlé dans le podcast que vous avez tourné ensemble, qu'il y a les droits voisins, il y en a beaucoup, ils ne savent pas. Qui peuvent les demander. C'est un labyrinthe. C'est un labyrinthe sans fin, ces trucs de droit. Et puis tu as plusieurs organismes différents. Je trouve que c'est flou parce que la barrière artistique, quand tu dis on a mis. On a quand c'est que j'ai ajouté quelque chose d'artistique, pour moi, quand tu mets une reverb. Oui, c'est un choix. Ouais. C'est déjà tu vas orienter un peu la personne en disant voilà, je vais mettre cette reverb là. Ça aurait pu être 15 000 autres, ça aurait pu. Enfin, déjà là pour moi, tu mets déjà une patte artistique. Même la balance en soi. La balance, c'est la simple même. balance, mec, ça change tout le temps. Voilà, c'est une vibe. exactement. Donc c'est pour ça qu'en règle générale, si la personne elle est ok, après il faut être franc, c'est pas avec des droits. Enfin. C'est pas tu vas pas être millionnaire avec ça. C'est pas, voilà, exactement. Moi, c'est juste par principe. D'ailleurs, on a un bon podcast cet après-midi. On vous laisse la surprise. Yann, pas de thune avec la musique. Et puis, il a des millions de streams sur Spotify. Et puis, tu roules pas en Rolls-Royce, quoi. Tu vois, il est toujours en Twingo. Et je crois qu'il n'a pas de voiture. Mais on pourra lui demander. Désolé pour ceux qui ont des Twingo. Pas tout le monde roule en Tesla. Pas de Tesla, qu'est-ce que tu racontes Non, mais voilà, quoi. C'est assez un monde. D'ailleurs, si je pense au début, quand tu as ton premier morceau, c'est pas là où tu dois te casser la tête à regarder. Je pense que c'est vraiment là où tu sais que tu as vraiment un matos qui est bon, que tu vas le diffuser beaucoup. Et puis, c'est là où il faut vraiment commencer à s'intéresser. Et au niveau des contrats, si un jour tu signes avec un label, de vraiment t'intéresser au sujet. Puis presque en devenir expert pour vraiment comprendre tous les aspects, mais pas juste la SACEM, par exemple, ou la SUSAM, mais vraiment tous les autres aspects autour. Et avec les gens avec qui tu collabores, déjà, pour pas faire faux, parce que tu peux frustrer des gens. Tu peux te mettre des gens à dos. Mais là, tu veux dire dans le fait où... Dans le fait de savoir à qui tu donnes des droits ou pas, etc. Et pas juste au niveau des droits, même au niveau des contrats, parce que tu es quand même dans un business où il y a des gens qui connaissent mieux que toi, forcément, au bout d'un moment, quand tu bosses avec certains. Puis toi, si tu connais pas et puis que tu vas avec l'ignorance, tu peux aussi te mettre à dos. Il y a des gens avec qui tu devrais potentiellement collaborer bien dans le futur. Et puis, si tu te mets à dos ces gens-là parce que tu n'as juste pas compris comment faire, ça serait très con pour toi. Petit trick, si jamais les gens... ChatGPT, pour ça, c'est bien. Hein. Pour tout ce qui est justement quand tu as des questions juridiques, ça répondra assez bien. Ça te guide bien. Ça te guide bien. Tu vois, c'est... Enfin, tu peux vite avoir des réponses à des questions qui, avant, c'était beaucoup plus compliqué. Tu devais aller voir des gars comme Quentin, tu vois, avant. Maintenant, pour pas mal de questions un peu besoin de toi comme ça, tu vois. Non, mais c'est quand même bien d'avoir... Au contraire, t'as jamais autant besoin que des gars comme Quentin, parce que mec, c'est un vrai conseil, tu vois. C'est comme un fucking comptable fiscaliste quand tu fais du business, mec. Tu peux pas t'en passer, en vrai. Bien sûr. Sinon, tu fais de la... Enfin, à un certain niveau, tu t'es obligé. Pour te guider, je pense que c'est bien, mais après, au final, tu finis toujours par bosser avec quelqu'un comme... Après, c'est du conseil, tu vois. C'est une sorte de relation, pareil, tu vois, que tu développes avec et qui te permet, en fait, sur le long terme, de mieux gérer tes choses, ton business, tout simplement. Mais après, faut être franc, le nombre de fois où c'est que artistiquement, t'as pas touché un morceau, c'est quoi? Parce que tu le retouches tout le temps. Parce que tu le réécoutes. Alors, mastering, c'est un peu différent. Ouais, exactement. Full mastering, tu touches rien. Puis là, si, mais c'est pas vraiment de l'art. Non, c'est plus technique. C'est entre les deux, tu vois, mais tu vois ce que je veux dire. Entre deux. Mais quand tu as un mixage et puis que tu es 10 heures à côté d'un écran et puis tu es 10 heures en train d'écouter ton son, il y a forcément à 99% de fois où c'est que tu dis écoute là, le kick, franchement, soit on le coupe, soit on enlève les percus, soit on enlève... il y a des trucs d'arrangement tout le temps. Tu as toujours une piste à virer. Souvent, tu vois, des choix, des trucs comme ça. 99% du temps, c'est comme ça. Donc, à 10%,
Voilà. Et puis, comme on disait avant, c'est pas des sommes astronomiques. Mais je parle toujours c'est le minimum, c'est une question quoi. de principe. C'est que vraiment que le mec, il s'est attaché à ton morceau. Tu vois, moi, je m'attache au morceau du gars, je me mets dans son univers, je me mets à fond. Et puis j'essaie de vraiment. Pour moi, la mire, c'est vraiment que son morceau soit meilleur. Ouais, clairement. C'est ça. Clairement. Et là, l'artistique, je le touche, même si c'est enlever un moment de kick ou comme ça, je le touche 99% des cas, c'est fait. Quoi. Ouais, t'as toujours un moment où tu dois éditer un truc ou comme ça. Et d'ailleurs, je pense que c'est un bon tremplin pour juste parler du fait que les gens ne se rendent pas compte à quel point, justement, en gros, les mixing engineers, globalement, les ingés, en fait, ils ont un impact sur la musique, sur les hits, sur les trucs. Non, mais parce que maintenant, il y a vraiment ce truc, les gens, ils sont là, non, mais t'as besoin de personne, ils font un laptop, un casque, puis tu fais tout seul. Si l'artiste, ferme-la, tu vois, si l'artiste il fait un hit, c'est grâce à l'artiste. Parce que même... Et si c'est pas un hit, c'est la faute de la gestion du producteur. Les gens, ils vont dire, Skrillex, ouais, regarde, Skrillex, il a tout fait dans une chambre. Ouais, mais mec, c'est anecdotique, c'est un morceau. Et même maintenant, qui sait qui fait derrière les stem masters, qui sait qui mixe derrière? Tous, mec, Billie Eilish. Pareil. Les gens sont tous ce fucking exemple. Ouais, mais il a tout fait dans sa chambre. Ouais, mais mec, c'est qui a mixé? Allez checker, allez dans les crédits, ok? Allez voir à quel point il a amené le morceau quelque part, tu vois. Bien sûr, ça participe. Ça reste un travail collaboratif quand tu fais de la musique. Après, je ne demanderai jamais à 50%, tu vois, parce que c'est vraiment. Non, parce que c'est pas l'idée. Ça dépend du deal que tu as avec la personne et puis ce que tu as fait derrière, tu vois. Si tu mérites les 50% parce que tu as vraiment bossé derrière d'une certaine manière qui justifie plus que juste du service, tu dois demander. Puis même, je trouve que c'est à l'artiste de justement de connaître cette étape-là pour aussi dire au gars, tiens, si jamais vu que tu as fait ça, tu vois, c'est presque du bon sens aussi, tu vois. Faut pas être non plus proche de ces sous parce qu'à nouveau, c'est pas avec le streaming que... La musique tout court, en vrai, la thune, elle est dans le live. Enfin, elle est dans la performance live. Elle est pas dans la vente. Je le dis toujours. C'est une carte de visite. C'est quoi, j'ai une bonne question pour toi. Je la pose un peu à tout le monde. La musique, pour toi, si je te dis la musique, c'est du contenu maintenant. C'est du contenu. Comment tu réagis à ça? Mis à part, c'est du contenu. C'est pas évident parce qu'effectivement, c'est du contenu. Mais il y a une approche artistique qui reste toujours importante pour moi, puis sur laquelle je mets un accent. Oui. Pour moi, c'est vraiment, je produis aussi pour moi, donc moi, je me livre en fait, et c'est plus que du contenu, mais c'est vrai que c'est consommé comme du contenu. C'est consommé comme du contenu, je dirais. Mais pour l'artiste, ça restera tout le temps. C'est son bébé. Voilà, ça restera tout le temps. Mais alors, tu vois, le gros truc, alors moi, je suis d'accord avec toi, quand tu fais de la musique, c'est du contenu. Mais alors après, tu vois, en fait, si tu compares, par exemple, à YouTube, tu vois, tu fais des vidéos YouTube, tu fais du contenu, tu fais des vidéos. Il y a une méga part créative là-dedans. Les gens, ils se rendent pas compte, tu vois, mais si tu pourrais faire à fond le parallèle entre créer un son, créer une vidéo, tu vois. Ouais, bien sûr. Fondamentalement, si on décompose, c'est un peu le même processus, que tu mets derrière. Tu vois. Bien sûr. Après, ça dépend. Mais dans le sens, pourquoi je te pose ces questions? Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, justement, tu vois, qui, malheureusement, je dis malheureusement parce qu'en réalité, tu es obligé de te plier à ces nouvelles règles. Enfin, c'est pas nouveau, ça fait un moment, mais tu vois, si tu veux te démarquer, maintenant, tu dois traiter la musique comme du contenu. C'est-à-dire qu'en vrai, mec, t'es artiste, tu dois sortir un track par mois, mec, minimum. Ça, c'est vraiment c'est le train minimum, tu vois. Tu dois être présent. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est du contenu, parce que c'est le même principe que quand tu fais un channel YouTube, il faut une vidéo par semaine, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Le côté production. Et c'est dans ce côté-là qu'il faut prendre ça, il ne faut pas le prendre mal, tu vois. Mais et le problème, c'est comme faire un album en 2025, c'est devenu has-been. Tout le temps. Ouais, alors les albums, les albums, c'est devenu has-been. Il n'y a que les gros qui peuvent faire ça, tu vois. Même eux. Oui, même eux. Parce que ils sortent des singles. Voilà, tu sélectionnes ce que tu veux dans l'album. Exactement. Il y a 3 nouveaux morceaux dans l'album. Il reste, c'est culturellement, prendre un album, l'écouter de A à Z pour essayer de comprendre ce que c'est fini. C'est terminé. Mais en fait, c'est la culture de l'attention, c'est le problème. C'est que la musique, c'est devenu un moyen d'attirer l'attention. Et du coup, pour attirer l'attention, vu que c'est saturé, tu dois en avoir tout le temps. C'est un peu le problème, tu vois. Je pense que c'est ceux qui ont vraiment tout le temps la lumière sur eux, là, puis qui ont une hype qui peuvent se permettre de faire ça. Les autres qui ont un peu des vagues comme ça,
je pense que c'est devenu has-been de faire un. Mais c'est surtout que c'est un très mauvais choix de business parce que mec, 12 tracks de release d'un coup, t'en auras peut-être une, deux qui va être mise en avant. Et puis le reste, tout le reste à la poubelle. Alors que si tu releases un par un, bon bah t'as un petit peu plus d'attention globalement, tu vois. Et puis surtout que quand tu sors ton album, après tu peux vraiment choisir, ok, bah ces morceaux vont bien ensemble, puis tu sais que en lançant ton album, tu as tes 3 nouveaux morceaux qui fit ça, c'est plus facile à poser l'album, tu vois. Je pense au bout d'un moment, tu dis ok, le choix artistique il est meilleur, parce que je dis n'importe quoi, mais enfin peut-être pas n'importe quoi, beaucoup vont être d'accord avec moi, mais le dernier album de Gazo par exemple, moi je le trouve éclaté, quoi. Il y a pas de, il manque le. Alors certes, ça sonne bien le son parce qu'il a bossé ça dans des bons studios. Mais tu sens que c'est du content. Mais tu sens que c'est du content. Ouais. Et puis par rapport à certains singles qu'il a sortis comme ça, je suis là en mode mais ouais. Donc tu l'as ressenti. Tu ressens. Tu l'as ressenti. Donc c'est déjà un problème. Ouais. Et tu sens que c'est un album en mode content du coup et que c'est pas. Il y a des fillers quoi. Peut-être c'est ça. Il y a des fillers exactement. Alors peut-être que certains morceaux il les aurait. Je dis peut-être pas un peu plus bossé ou je sais pas, mais peut-être qu'ils les auraient sortis en single, peut-être qu'ils allaient pas bien ensemble dans l'album, j'en sais rien. Mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont du même avis que moi. Après, dans la globalité, c'est cool, tu vois. L'album, il est sympa. Et puis voilà, mais je pense qu'il y avait beaucoup d'attentes aussi et beaucoup de bruit. Et c'est devenu un produit plus marketing que musical du contenu, quoi. Dans cet album-là. Et c'est le truc que je trouvais dommage à la sortie. Mais après, voilà, c'est des goûts et des couleurs. Moi, ça m'a pas autant parlé que ces autres trucs. Mais c'est pour donner un exemple d'album qui... Mais il y en a plein, disons. Voilà, tu vois. Par contre, Billie Eilish, elle a sorti l'album. Alors certes, il y avait d'autres morceaux qui étaient peut-être sortis avant. Ouais. J'ai pas vraiment suivi la com du truc. Mais son album, je trouvais carton plein, quoi. Artistiquement parlant, et elle a mis une claque avec les gens qui ont bossé avec elle. À fond, bon, après, elle a le statut, la notoriété pour aussi réussir à pouvoir faire ce genre de trucs. Il y a aussi ça. Hein, mais je crois qu'elle bosse quand même tout le temps avec un peu les mêmes gens. Et puis de réussir à. C'est dur, hein, tu fais un hit, 2 hits, 3 hits. Ah, bah c'est une vraie. Et puis alors certes, ils ont la recette, mais les morceaux sont quand même très différents les uns des autres. Elle a un monde aussi bien à elle. Elle a un monde à elle. Et puis tu les écoutes, tu dis putain, ça tue, quoi. Vraiment, c'est joli, quoi, à écouter. Puis ils vont bien ensemble dans cet album et tout, tu vois. Donc, il y a vraiment cette approche-là qui est difficile aussi à avoir quand tu fais un album. Et puis, je pense que, voilà. Après, par exemple, si tu fais un album, je dis n'importe quoi, mais techno, où tu as tout le temps ta même signature, je pense que tu peux pas te tromper sur le mood de l'album. Mais ça serait une très grosse connerie de faire un album. Dans tous les cas, tous les distributeurs le disent. Arrêtez de balancer des albums, ça sert à rien du tout. Voilà, t'as le 50%, le 60% qui vont à la corbeille, quoi. Après, c'est dommage. Strat, tu sors single par single. Par exemple, tu fais un album, mais après, tu le ressors en album comme si c'était une compile. C'est ce que je disais tout à l'heure. Tu fais ça. Puis même si tu as un morceau, tu vois qui ne matche pas, parce qu'en cours de route, tu as fait un morceau que tu kiffais faire, puis tu dis, au final, celui-là, il ne rentre pas dans l'album, tu ne le mets pas dans l'album, puis les gens, ils ne sont pas perdus quand ils écoutent ton album, quoi. Puis c'est bien aussi, quoi. Toi, tu produis encore ou pas? On en parlait tout à l'heure. Beaucoup moins, mais je le fais, pour certains clients, je le fais, je fais des remixes, donc il y a toujours une part de production. Après, pour moi, c'est dur à suivre parce que tu fais 10 heures, 12 heures de boulot sur la musique. Après, pour te relancer sur un projet à toi, c'est toujours un peu... c'est comme on en parlait. On en parlait avant, c'est toujours vraiment compliqué. Petit bout à gauche à droite, ça me saoule de faire ça. Ouais, exactement. C'est soit tu te fous une semaine full, puis t'as refou dans ton truc, tu t'en sors pas. Exactement. Mais du coup, on n'a plus le temps, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est le temps qui manque. L'envie ne manque pas, mais c'est le temps qui manque. Puis c'est vraiment le fait que tu aies passé du temps, 10 heures de son. C'est pour ça qu'on parlait au tout début, que c'est un métier qui est quand même relativement... qui est pas accessible, qui est accessible à tout le monde, mais qui n'est pas fait pour tout le monde. Non, je pense pas que c'est accessible à tout le monde. Dans le sens comme tu dis. Ah non, peut-être. C'est peut-être pas accessible pour tout le monde, mais c'est vraiment un métier qui demande une passion, qui demande vraiment des compétences. Je veux dire, quand tu écoutes une boucle pendant 10 heures. Enfin, je veux dire, il n'y a pas tout le monde. Résilience extrême, en vrai. Ouais, vraiment. C'est un truc de résilience. Vraiment, c'est pas évident. Enfin, je veux dire, il y a des gars qui viennent quand je suis en train de mixer, tu as des gars qui assistent à la session de mixage. Et le gars, après 1h30, il fout le camp, puis il va boire des verres, puis il revient plus tard, quoi. Parce qu'il en peut plus d'entendre cette boucle qui tourne, puis toi, tu essayes d'aller chercher gratouiller le petit DB qui fera que ça fonctionne. Et puis voilà, donc c'est vraiment un métier de passionné, quoi. Ouais. Vraiment un métier de passionné. Et puis vous, en tant qu'ingé son, les deux, là, votre approche avec toutes ces intelligences artificielles qui arrivent de plus en plus à être performantes et
Ce serait quoi votre plus grosse peur avec ça, au niveau de votre métier? J'ai zéro peur. Zéro peur, exactement. Ouais, vraiment, alors, c'est... Même à moins 1000 en dessous de zéro. Quoi. Ouais, quand tu Tu veux regardes... que je te dise tout simplement pourquoi? Ouais, vas-y. Parce que même s'il y aura... Même, ça existe déjà, hein, où tu fais un prompt, ça te sort une track, on n'en a rien à branler. Les gens, c'est pas ça qu'ils veulent. Regarde déjà, posez-vous la question, quand tu scrolles, quand tu vois un contenu AI, c'est quoi ton réflexe? Bah, c'est scroller. Je scrolle. C'est genre, mec, Moi, je te jure, je scrolle. Les gens n'en peuvent déjà plus maintenant. C'est comme les boîtes qui vont dans des... Je vois ça beaucoup, parce que c'est mon métier dans le marketing digital, mais je vois beaucoup de boîtes et maintenant ils ont des community managers et puis ils veulent poster plus. Alors du coup, ils génèrent des images et puis c'est des images éclatées. Pour moi, c'est un mauvais move, vraiment. Et c'est vraiment le mauvais move. Et il y a un peu de texte, l'image générée et puis du coup, pour moi, c'est tout ce qu'il y a de faux à faire en fait. Parce que t'as meilleur temps. Certes, il y a deux écoles sur le digital, c'est poster beaucoup, ça c'est l'école Gary Vaynerchuk. Oui, mais maintenant c'est fini ça, parce que l'AI va remplacer ça. Bah justement, il y a cette école de il faut poster tous les jours 2-3 posts pour être dans le feed, etc. Mais pour moi ça c'est du bullshit. Et puis il y a poster qualitativement, tu postes bien et tu postes des choses qui parlent, qui donnent de la valeur, etc. Et moi je suis plus dans l'école de tu postes peu, mais tu donnes de la valeur. Et puis il y a une stratégie à chacun de tes posts. Parce que, évidemment, quand tu fais un post, tu ne fais pas un post pour faire un post. C'est soit tu fais de la notoriété, soit tu veux vendre un service, ou soit juste, tu veux marquer ta présence, du coup, de la notoriété au final. Du branding, etc. Et puis, du coup, il y a ceux qui vont dire, ah, mais si tu veux de la notoriété, que tu veux que tu existes, il faut poster tous les jours, etc. Je fais, oui, certes, tu peux poster toujours. Mais il ne faut pas overload. Tu vas juste casser les pieds à tout le monde, en fait. Exactement. Ton contenu va être cheap, certes. On dit tout le temps, mais tu n'as pas besoin d'avoir du gros matos. Ok, t'as pas besoin, et moi je suis d'accord, t'as pas besoin d'avoir des trucs de super qualité pour poster. Tu peux avoir des trucs de base, je dis visuellement. Hein. Non, mais il faut de la valeur. Mais c'est la valeur qui est derrière qui, pour moi, est importante à donner. Parce que si tu donnes de la valeur, les gens vont s'abonner à toi automatiquement. T'es pas obligé d'avoir un truc en 8K filmé. Tu peux donner de la valeur. Et puis en donnant la... D'ailleurs, on en parlait quand on regardait un peu pour le varier. Il suffit que, je dis n'importe quoi, puis tu as une strat. Alors, si ta strat, c'est d'avoir du trafic sur ton site pour qu'on voit tes services, je sais pas, tu fais un article de blog où tu te donnes de la valeur. Cet article de blog, tu en fais peut-être une vidéo sur Insta. Ouais, bien sûr. Tu vois, tu déclines. Tu peux Sauf que ça, tu le fais une fois par semaine. Puis tu as fait un contenu pour 360 degrés en termes de tes réseaux sociaux auxquels tu communiques, etc. Derrière, tu as généré du trafic. Et puis derrière, tu as peut-être généré un lead, un client. Puis derrière, tu as aussi fait de la notoriété. Voilà. Puis tu as vraiment une stratégie, un funnel qu'on appelle, un funnel de vente. Il fait une masterclass. Je fais une masterclass. Il a totalement vrillé. Mais gros. Faut te calmer. Mais là, on parle d'AI, justement. Et puis si justement tu fais avec l'AI, justement, on parle de ça. Et si tu es là en mode tu bombardes, tu oublies ce côté, toute la strate derrière. Puis le gars va avoir ton contenu. À la limite, il te lâche un like, ça lui parle. Ça s'arrêtera là. Et tu veux que je te donne mon avis? Les gens ils vont scroller. En fait, pour moi, il va y avoir deux chemins clairs. Il va y avoir le full AI qui va être bombardé. On va être bombardé de ça, on l'a déjà. Mais ça, de pire en pire. Maintenant, il va y avoir l'autre chemin à l'autre extrême qui va être l'extrême relation humaine. Et en vrai, quand le studio, c'est de la relation humaine, mec. Donc j'ai zéro souci. Mais c'est même pas, tu vois, c'est même pas un sujet, mec. Là, il va. Alors, certes, elle peut t'aider. Voilà, elle peut te donner. C'est un super outil. C'est un tremplin pour certaines idées. Quand t'es un peu perdu, tout d'un coup, tu vois les mecs qui vont. J'en ai déjà plein, mec. Et d'ailleurs, c'est, tu vois, pour le coup, les mastering en AI, tu vois, c'est plateformes. Il y en a 1000. Eh ben, les mecs, ils y vont. Mais en attendant, mec, mais vraiment, j'en ai, je pense, des centaines, si je te fais sur les années. Ils viennent dire, ouais, j'ai testé le Master AI, machin. C'est pas ouf. Enfin, tu vois, mec, ils en reviennent toujours. Mais bien sûr, et au final, c'est ce que je disais au début, mec, c'est que ces trucs AI, ça te fait de la promo, en fait. Parce que ça démocratise le fait que, faut faire un mastering, tu vois. Le mec qui est vraiment débutant, au début, il se dit, tu vois. Et après, il se dit, ok, bon, c'est de la merde, ces systèmes, c'est pas ouf, ça m'amène pas au niveau que je veux. Alors, je commence à me renseigner, qui c'est qui, tu vois. Et là, du coup, les gens... clairement. Je pense que après, je pense, voilà. Et du coup, c'est l'extrême relation humaine. C'est le gros truc, c'est que... En fait, ça, l'AI, ça pourra jamais l'amener, quoi. Ça, bien sûr, c'est comme la photo. Enfin, je veux dire, comme la photo, tu regardes le regard de ces personnes qui sont faites par AI. Bon, ça va changer. Hein. Très vite, on va réimpo, on fera plus la diff. Peut-être, mais ce côté même émotionnel. Au niveau mastering, je pense que ce côté émotionnel, ça changera jamais le fait que, tu vois, si par exemple, tu veux apprendre des choses sur la photo, le fait d'avoir un gars qui a de l'XP dans la... voilà, tu vois, ça, alors certes, l'AI pourra t'apprendre des trucs, c'est déjà le cas, mais il y aura jamais ce suivi derrière. En fait, avoir l'info, ça suffit
suffit pas, tu vois. Non, c'est non, ça bien sûr, c'est le gros truc. Avoir l'info, c'est une chose, mais derrière, si parce que tout le monde a l'info, mec. Hein. Il y a zéro excuse. N'importe quel topic, sujet tu veux apprendre, t'as l'info, c'est gratuit. Hein. Tu la trouves ou quasi gratuit. Mais je pense que tôt ou tard, il y aura. Si t'as pas un humain derrière qui suit et qui accompagne, bien sûr. Après, je pense que ça serait aussi faux de. Parce que de toute façon, c'est comme quand il y a eu l'arrivée des synthétiseurs. Hein. Ceux qui utilisaient des synthétiseurs, ils se faisaient jeter des canettes dessus dans le monde. Bien sûr. Il n'y aura plus d'instruments. Puis on en est loin, on en est très loin. Et du coup, là maintenant avec l'AI, ça va très vite. Moi, je suis d'avis à penser que là maintenant, on est encore au début, mais que peut-être dans 5 ans, peut-être comme ça, peut-être, je dis n'importe quoi, peut-être demain, tu ouvres Ableton, ou peu importe le logiciel, ils bossent avec une boîte qui ont développé un truc surpuissant, qui lit ton projet, qui va dire où est-ce qu'il y a des conflits, tu verras les zones en rouge, il te reproduit. Et puis après, je te démontre ça en 2 secondes. Un conflit de fréquence, c'est quoi ? Non, mais je dis des conflits dans ton projet, comme on parlait tout à l'heure. Là, tu disais, tu vois, tu t'écoutes, tu dis, ah ben là, ton kick, peut-être, faut que tu enlèves des percs, des trucs comme ça. Mais alors, va au bout du raisonnement. Tu ne peux pas quantifier ça. C'est inquantifiable. Pourquoi ? Parce que c'est totalement subjectif. Pour 5 gars, ça va être, il faut les 6 kicks. Et pour les 5 autres, c'est de la merde. T'es ouf, mec, enlève-moi ça. Ouais, mais je dis, peut-être ça va te guider. Tu vas pas faire une moyenne en disant, OK, sur 1000 morceaux. De toute façon, c'est ça, là, aujourd'hui, c'est ça. La musique, c'est pas ça. C'est un algorithme qui a du data. C'est du statistique, c'est du statistique. Et puis, plus il sera nourri, plus on... Et puis, je pense qu'on va maintenant, on va nourrir de plus en plus ces IA. C'est pour ça que je dis, dans 5 ans, peut-être, ou dans 10 ans, ils auront des stats peut-être mieux qu'aujourd'hui. Et peut-être qu'il y aura beaucoup de morceaux de gens amateurs qui n'ont pas les moyens dans des studios qui vont aller de plus en plus là-dedans. Attention, ça va niquer tout ça. Ça, c'est sûr. Les petits, les low-level producteurs, machin. C'est 90% du marché. Non, ouais, mais on s'en fout. Ouais, mais je dis, quand tu bosses en studio, tu cherches pas. Tu cherches au contraire à toucher le 0,1% qui a le budget, qui sont bien, qui sont artistiques, qui sont pas teubés. On s'entend. Mais tu vois ce que je veux dire ? Donc on s'en fout, tu vois. Toi, t'analyses en mass market, mais c'est le business d'un studio, c'est l'inverse. De toute façon, c'est dans l'ultra spécialisation. Tu vois, donc c'est pour ça que c'est 2 manières d'approcher le truc. Après, en termes de contenu global, stratégie de contenu sur les réseaux, je suis d'accord. Hein. Ça, c'est une autre chose. Mais dans le cas où ça deviendrait très balèze dans 5 ans, bon, après, toi, par exemple, tu as les formations, puis tu fais d'autres choses encore. Mais par exemple, toi, tu commenceras à faire quoi ? Plus de scoring ? Parce qu'on n'en a pas parlé. C'est le sujet que je voulais te parler tout à l'heure, mais qu'on peut revenir dessus. Mais tu fais aussi du scoring pour des films. Tu as gagné des prix d'ailleurs, non ? Tu pourrais peut-être en parler un petit peu. Ça, c'est assez ouf. J'ai fait pas mal de sound design et voilà, sound design, de musique de film. J'ai eu des prix au Festival de Cannes, enfin des films sur lesquels j'ai travaillé ont pris des prix au Festival de Cannes à New York, Shanghai, je sais plus encore. Puis là, il y a un film qui est sur sur tous les festivals africains. Puis il est en train de rafler des best features. Enfin, vraiment, c'est vraiment cool. Ça aussi, c'est typiquement un genre de job. L'IA. Voilà, on revient sur l'IA. L'émotion sur l'image, tellement. Vraiment, mais ça va pouvoir le faire, mais encore une fois, ce sera les petits projets, les trucs de pub, de machin. Bien sûr, ça sera pas autant prenant que. Et tu sais quoi aussi, surtout, c'est qu'un réalisateur qui sort un film, en fait, tu vas voir qu'il va y avoir une histoire de réputation, dans le sens où, parce que tu pourras dire publiquement, ma musique dans mon film, ça n'a pas été généré par de l'IA comme les 1000 autres films, c'est un vrai mec qui a bossé dessus, et ça rajoute de la valeur. En fait, le travail humain va reprendre plus de valeur qu'il en a maintenant. Tu vois, l'artisanat, tu vois. Et quelque part, ce qu'on fait là, c'est de l'artisanat, en vrai. C'est ça, bien sûr. C'est clairement ça. Tu vois, c'est ça. Et ça va perdurer. C'est pour ça que je te dis 0, mais alors même pas, moins 1000 inquiétudes. Mais à la limite, dans le workflow de l'artiste aujourd'hui, l'IA, elle sert, et puis je pense qu'elle continue à servir. Mais moi, le gars, il vient toujours me dire, voilà, j'ai fait mon mix, je l'ai passé sur l'MDR, et puis voilà ce que ça donne à peu près. Oui, ça sert de pseudo. Voilà, exactement. Mais le gars, mais je pense que le 90%, enfin, si tu es attaché à ce que tu fais, c'est toujours aussi cette approche-là. Hein. Si le gars, il est attaché à ce qu'il fait, il va pas passer par l'MDR. Enfin, je veux dire, ça reste normal. Le gars, il va se dire, il y a un potentiel. J'aime beaucoup ce que j'ai fait. Je veux pas que ce soit une machine qui me le fasse. Je veux que ce soit un gars qui a un échange, un partage. Je peux peut-être encore aller plus loin. Il y a un gap encore à franchir. Et
c'est pour ça que je suis vraiment de ton avis, moi. C'est vraiment... Et en plus, tu apprends, tu vois, l'artiste apprend avec tu vois, c'est une vraie relation. Complètement. Puis ça l'aide dans son travail artistique parce qu'il peut anticiper. Parce que justement, c'est pour la prochaine fois, tu vois, qu'est-ce que je pourrais faire pour que le mix soit mieux, et tu vois, et du coup, tu l'éduques aussi dans la prod, dans les choix de son, tu vois. Et ça, en vrai, l'AI, tu vois ce que je veux dire, ça, c'est tellement personnalisé, contexte dépendant que tu peux pas faire de la stat là-dessus. Non, tu peux pas, mec. Ça, on verra. Moi, je suis pas expert en maths de stats. Je pense que ça sera possible, mais il y aura toujours un gap. Je pense qu'il faudra encore 15 ans, 20 ans. Le problème, c'est que pour qu'on soit vraiment ça va créer des courants, tu vois. Ça va formater, parce que ça formate l'AI. Ça se base sur de la stat, sur de la généralité. Et la stat, elle va se nourrir de quoi? Elle va se nourrir de propre AI. Alors, il y a déjà ce propre AI, mais surtout que ça crée des courants, et après, tu auras des mecs qui vont dire, OK, maintenant, General Q, on fait l'inverse. On part dans un autre courant. Et là, l'AI, elle aura dans le cul parce qu'elle n'a pas la stat. Donc, ça va devoir régénérer. Tu vois, c'est un cercle sans fin, peu importe, en fait. Même si ça arrive à faire un certain résultat, il y a au bout d'un moment, des mecs vont se dire, OK, on fait un truc rien à voir, tu vois, on part dans d'autres courants, d'autres machins, d'autres idées. Et là, ça change totalement le truc. Ça reset le truc. Et puis après, il y a ce côté aussi uniformité, parce que ça crée une uniformité quand même, cette IA. Et le domaine artistique, c'est justement ce qu'il ne faut pas faire. C'est être dans le trend. Si tu es dans le trend, t'es mort. C'est déjà trop tard. Après, technologiquement, on est dans une trend. Aujourd'hui, les IA, c'est, comme tu as dit, de l'algorithme, c'est du machine learning. Puis pour moi, c'est pas vraiment des IA du coup. Non, c'est pas de l'intelligence. C'est de l'intelligence bête en fait. C'est du machine learning, c'est-à-dire que ça se base sur des données existantes pour te formuler quelque chose. C'est de la statistique. Et puis le jour où on sera vraiment dans l'IA, là, ça sera autre chose parce qu'elle apprendra par elle-même et elle s'adaptera par elle-même. On n'y est même pas à 1%. Non, ça n'existe pas. Mais le jour où on sera puis c'est là où c'est vraiment de l'intelligence qui est artificielle, parce qu'elle apprend par elle. En gros, tu as créé un cerveau. Et là, à ce moment-là, je pense que ça va changer beaucoup de choses, mais pour beaucoup de métiers, pour de vrai. Après. Et puis, pas avoir cette approche machine learning de stats. Parce que, comme tu as dit, les stats, puis il y a ce truc de stats où aujourd'hui, on s'est nourri de ce qui s'est fait dans les années 60, 80, 90. Là, on commence avec les années 2000, 2010. Puis quand on va arriver les années 2020, où il y a commencé à avoir l'IA qui a généré de la musique, là on parle de musique, on va se nourrir de quoi? On va se nourrir de morceaux qui ont eux été générés par l'IA. Tu sais qu'on y est déjà. Et du coup, ça va formater ce qui a déjà été formaté. Exactement. Donc au final, on est dans une loupe et on va être bloqué. En fait, 30% en moyenne du contenu global sur Internet est généré via de l'IA déjà maintenant. Et en fait, l'IA, globalement, il se génère du contenu Internet. Donc déjà maintenant, en fait, l'IA se génère de contenu déjà. Voilà, tu vois. Et plus, alors en fait, ça va ça va être une c'est le boucle. premier truc. Et en musique, avec le fameux Suno, tu vois, il n'y a pas que Suno, mais Suno en gros. Alors ça, c'est un bon topic. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a un groupe, c'est... Le groupe de musique des années 60, quelque chose là. Underground. C'est très pompé, Velvet Underground. C'est Sundown Underground, je crois. Ouais, c'est un truc de musique des années 60, un peu. Ouais, exactement. Généré full AI. C'est open, c'est dit ouvertement. Mais le truc qui est marrant, c'est que ça a pété, mec. En une semaine, ils sont déjà à quasi 1 million, je crois, de monthly listeners sur Spotify. Et apparemment, obviously, tu vois, Spotify, il pousse. C'est-à-dire que Spotify push dans leur playlist. Ils sont dans toutes les playlists. Ils sont dans toutes les playlists. J'écoute pas du tout. Je n'écoute pas du tout ce genre de musique et je l'ai eu dans ma playlist de découverte de la semaine. Et toi, ce qui est intéressant de voir, c'est vous avez écouté? Non. Ouais, j'ai écouté moi. Mais en fait, il y a un truc. Franchement, musicalement, c'est cool, mec. L'intelligence artificielle n'arrive pas à faire de blanc. Parce qu'elle veut tout le temps remplir. Bien sûr. Et en fait, dès que tu écoutes un morceau fait par t'as jamais un vrai blanc. Si tu t'y connais pas, tu t'écoutes et la musique, elle est vivante, elle respire, il y a des blancs, etc. Et il y a des moments de pause et tout. Et l'intelligence artificielle n'arrive pas à faire ça. Mais tu sais, c'est quoi le gros problème, en fait, de là où il bloque? Parce qu'en fait, quand tu écoutes, tu entends clairement des artefacts. Si tu écoutes comme ça, c'est OK. Mais si tu tends l'oreille, il y a plein d'artefacts. Et le vrai problème de ça... Parce qu'ils rajoutent des trucs. Oui, non, mais attends. Le vrai problème, c'est que la data qu'ils ont pour nourrir leur AI, en l'occurrence pour de la musique, en fait, la musique... je pense jusqu'à 2090, tu n'as pas les stems. Tu ne trouves pas les stems séparés. Tu n'as que les tracks full. Donc en fait, ce qu'ils font pour la vieille musique, comme ce groupe en l'occurrence, c'est qu'ils séparent les stems via de l'AI, mais c'est HS déjà, parce que tu as déjà des artefacts. En fait, ils nourrissent l'AI, tu vois, parce que pour faire bien le truc, moi j'ai un petit peu digué, ils doivent nourrir de stems séparés. Tu vois, par exemple, pour dire à l'AI, une gratte, une bonne prise de gratte, c'est ça. Il faut lui donner des pistes solo de gratte, tu vois, des milliers, des millions. Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas ça. Tu vois et le problème, c'est qu'en fait, ils nourrissent avec un truc qui n'est pas ouf, déjà séparé via de l'AI. Et pour la musique qui est
jusqu'à une certaine date, en fait, ils vont pas pouvoir faire ça très bien. Par contre, la musique d'après, où on a les stems séparés, où on trouve les acapellas, là, c'est un autre topic. Ouais. Tu vois ? Bien sûr. Ouais. Et si tu regardes bien, les trucs générés AI qui sont vieux, tout ce qui est un peu, tu vois, avant 70s, 80s, machin, c'est toujours cracra, il y a toujours ces artefacts, quoi. Ouais. Tu vois ? Et ça, en vrai, c'est une limitation. Et ça me fait penser à un autre topic qui est méga intéressant. J'ai vu un channel là-dessus. Je mettrai dans les commentaires le lien un gars qui a trouvé un moyen de rendre ta musique. En gros, l'IA ne peut pas apprendre dessus. C'est un codec. Ouais, mais je pense que ça va venir. J'ai pas si tu veux j'ai pas le background, tu vois, technique pour vraiment comprendre le truc. En gros, c'est genre il arrive mais pas à se nourrir le gars, de ça. il te montre le truc. En fait, ta musique, tu peux la faire passer dans un système où ça crée des trucs dans les métadatas, ça rajoute des données métadatas, ce qui fait que ta musique ne peut pas, ou en tout cas en l'état, de l'AI ne peut pas learn dessus. Ouais, mais c'est un truc intéressant. C'est un truc intéressant sur lequel je voulais venir avant parce que j'y pensais avant parce qu'il y a une partie aussi législation en fait à fond dans tout ça de droit de droit où c'est que c'est vachement important parce que j'ai eu au téléphone des personnes responsables de tout ça, même la Suiza. J'ai eu quelques téléphones il y a quelques mois parce que j'ai entendu dire que justement il y avait ces morceaux qui sortaient sur Spotify qui étaient générés par l'AI qui se nourrissent donc de ce qu'on fait nous, de musique qui elle est copyrightée, voilà exactement, et puis en fait elle se nourrit vraiment de ce qu'on fait pour faire des trucs, et puis en fait des droits d'auteur, t'es censé en toucher dessus. Mais ça, c'est le gros débat. C'est le gros débat. Mais ils sont en train d'en parler. Il paraît qu'ils vont commencer à faire. Ils vont commencer à. Ils sont en retard déjà. Mais ça va arriver, parce que les majors là, elles sont en procès avec Suno et pas mal de boîtes. Ah j'imagine, bien sûr, parce que ça c'est un problème. Ça rejoint ce que tu disais avant. Protéger, il faudrait protéger peut-être que tu aies en tout cas la possibilité de protéger ton morceau de l'IA. Il faut un système avec la blockchain où tu puisses tracer, tu vois, tel morceau, ok, ça a été learn de notre IA, ok, mais dès le moment où il y a un gars qui prompte un truc et que ça te sort un résultat similaire au tien, bam, tu touches. Ouais, c'est ça. Après, le truc, c'est que. Ça, c'est un bon système. Ça, c'est la façon, on va dire, légale et correcte de faire. Bien sûr. Mais tu penses bien que des boîtes comme Suno et tout, ils n'ont pas fait ça de manière légale et correcte. Personne. Ils ont fait ça comme des pirates. Toutes les boîtes comme quand Spotify. Si tu veux, c'est comme, j'en sais rien, mais que ChatGPT, tu vois, quand tu promptes un truc, peu importe, tu lui demandes une question, il va chercher, je sais pas, des infos dans des vidéos YouTube, peu importe. Maintenant, quand tu mets des noms, il dit je peux pas te donner, mais tu vois, c'est pareil, mec, t'as des droits dessus. Bien sûr, c'est pareil, bien sûr. C'est le même principe. C'est pour ça que je pense qu'il y a, après, de nouveau, la technologie, elle va beaucoup plus vite que nos dirigeants que la régulation, exactement, mais c'est quelque chose qui va devoir se faire parce que. Ceci dit, en Europe, ils ont créé déjà une régulation. Ça commence à venir ? Il y en a une, ouais. Ok. Sur quoi exactement ? Alors, j'ai pas la data exacte, mais je sais qu'il y a une régulation sur de l'AI par rapport à certains types de content, certaines demandes où les AI, elles peuvent, tout ce qui est, parce qu'il y a plein de problèmes. Par exemple, tu pourrais demander à ChatGPT, donne-moi la formule pour créer un virus, tu vois, tu pourrais faire de la grosse merde avec de l'AI, avec certains types de data. J'imagine. Tu vois, et là, en Europe, il y a déjà une régulation qui empêche, qui théoriquement, parce que tu as des moyens de contourner ça, malheureusement. Mais t'auras toujours. Voilà, oui. En plus, tu es dans l'informatique. Ouais, t'auras toujours. Quand t'as toujours le contre, t'as toujours. Mais tu vois, moi, je me demandais un truc, c'est imagine-toi, quand il y a des mecs qui, sur le dark web, ça se trouve, ça existe déjà, qui vont te foutre à dispo une AI qui est absolument pas bridée. Et puis tu peux faire tout ce que tu veux. Tu veux. Tu peux lui dire, crée-moi un virus d'attaque pour blablabla, tu vois. Ouais. T'auras toujours le contre, t'auras toujours la. Ça, c'est comme tout avec la tech. Tu crées quelque chose, t'as toujours quelque chose qui vient le contrer. Et puis voilà, c'est quelque chose comme ça. Mais pour revenir à la musique, je pense que c'est vraiment quelque chose encore qui est absolument pas opérationnel. Puis même au niveau son, on l'entend clairement quelque chose qui manque. Après, moi j'ai une bonne utilisation. J'ai quelques gars qui s'en servent comme ça. Tu sais, par exemple, ils font un truc à l'arrache. Ils jamment un truc. Ils font soit des prises, soit peu importe en MIDI machin. Et ils te font une sorte d'idée musicale, mais posée très sommairement. Tu vois. Et après, ils foutent ça dans Suno. Et apparemment, avec Suno. Ils font des pubs de ça, Suno, maintenant. Alors maintenant, avec Suno, avec un abo payant, en fait, il te sort les stems, cet enculé. Alors, du coup, tu balances. Tu vois, j'en sais rien, tu fais. Ta mélodie machin et puis tu promptes sors-moi cette mélodie en guitare, tu vois, et ça te sort des trucs apparemment. Alors c'est pas ouf, mais pour faire des démos, c'est génial. Un super outil, tu vois. Bien sûr, parce qu'en fait il y a des gens qui n'ont pas forcément la capacité technique de poser le truc, l'idée que tu as dans la tête. Alors maintenant avec ce genre d'outil ils vont pouvoir, tu vois.
Et après, tu peux aller en studio, tu vois, puis dire, OK, regarde, j'ai une démo, j'ai fait ça avec Suno, c'est mon idée. Maintenant, on fait un vrai truc, on réenregistre, on refait le truc, tu vois. Je trouve, c'est génial. C'est la même approche que pour le mixage, en fait. Exactement. C'est vraiment le stade avant où c'est que tu te dis, je cherche un truc, voilà, je veux que ça donne ça, à peu près, j'ai l'idée que ça donne ça, mais maintenant fait par un guitariste, le guitariste, il va peut-être encore te le faire. Enfin, il va certainement te le faire. Voilà, il va certainement te le faire. L'AI est au service de l'artiste. Et là, c'est utilisé comme ça, je trouve génial. C'est un vrai outil, tu gagnes du temps. C'est comme ça qu'on doit l'utiliser. C'est cool. Mais du coup, lui, en te faisant cette mélodie-là, il y a d'autres artistes qui ont nourri cette IA pour qu'ils te livrent ça, qui eux vont pas être rémunérés sur le morceau où toi tu vas être rémunéré. Alors au final, pour toi c'est cool, mais pour les autres artistes, en fait c'est un peu. C'est pour ça que ce côté légiféré. C'est pas correct pour les autres musiciens qui ont fait un morceau et un tube, tu vois. Ouais, je suis d'accord. C'est au même titre que le gars qui fait un morceau pour écouter dans sa bagnole avec Suno. Au final, la finalité, c'est la même chose. Mais du coup, quand tu génères des morceaux avec ça, je pense qu'il y a encore des législations qui manquent. Mais toi, quand tu réalises un morceau que tu t'es inspiré ou que tu as co-composé avec Suno, du coup, les droits, tu dois dire que c'est fait avec une intelligence artificielle. C'est pas identique, parce que tu sais, la loi... Si tu refais, non. Ouais, non, je pense pas. Si tu refais, c'est est-ce que lui, même il si tu t'es enregistre dans sa inspiré. base de données et puis tu vois, j'en sais rien, moi, comment ça fonctionne. Sincèrement, je sais pas. Non, tu sais, c'est assez. Ça doit être borderline. Il y a beaucoup de choses qui ont été refaites, mais la différence, elle est vraiment au niveau légal, elle est très très faible. Enfin, ça se joue à peu, quoi. Ouais, ça se joue à pas beaucoup. Puis de nouveau, c'est des personnes qui vont donner leur veto de si ça a été copié ou pas. Ouais. Donc, après, c'est très. Ouais, comme tu dis, c'est OK, il y a deux notes pareilles, mais la troisième, elle est différente. Ouais. Ah, c'est une autre mélodie. Ouais, après, ça, c'est pas le même instrument. En vrai, tout a été fait déjà. Tu vois, tous les accords, tu trouves des trucs partout. Bien sûr. Donc, la différence est très faible. Donc, j'imagine que pas. Après, c'est comme tu dis, c'est une histoire de bon sens. T'as des mecs qui jugent, qui disent, bon, ils écoutent ça. Ouais, non, là, c'est copié. Ouais, clairement. Quand t'entends que c'est vraiment. Voilà, il y a quand même un humain au fond, au bout de la chaîne qui va dire oui, non. Puis je pense pas que c'est qu'un gars, c'est plusieurs, c'est une décision collégiale. C'est très américain aussi de tout le temps se fight pour essayer de gratter quelques thunes. C'est le sport national. Pas du tout. Et ils vont quand même. Le gars, il a joué un do, puis lui aussi. Du coup, il a dit allez, je vais faire un fight, peut-être que je gagne. C'est un autre topic, le truc des droits d'auteur, machin, tu vois, de qui a copié qui, parce qu'au final, tout le monde copie tout le monde, tu vois. Tu vois, tu te bats par exemple avec un gros géant qui a de la thune et un autre qui n'en a pas beaucoup. Tout le monde est inspiré d'un autre truc. Bien sûr, tu t'inspires maintenant, tu ouvres un track, typiquement Billie Eilish, moi, elle m'a plusieurs fois inspiré. Et c'est pas pour autant qu'il y a des droits, mais c'est pour ça que je pense que l'inspiration, elle restera tout le temps libre de droit. De toute façon, un rôle à jouer dans la création. Mais après, la finalité, de toute façon, si tu fais bien les choses, tu vas le faire différemment, puis tu vas le sentir différemment. Un guitariste, son riff, il le fera pas. De toute façon, il le fera pas 15 fois le même. L'inspiration, c'est depuis la nuit des temps. Je dis n'importe quoi. Sinon, bien sûr, moi, je dis toujours, pour ceux qui justement veulent pas s'inspirer d'autres, je dis, si tu t'inspirerais pas, les genres musicaux n'existeraient pas. Clairement. Ouais, et puis de toute façon, même si tu le veux pas, je veux dire, les genres musicaux n'existeraient pas. Indirectement. T'es dans ta bagnole, t'écoutes la zik, tu vas commencer à produire, forcément que ça te trotte quelque part dans la tête. Et puis même si t'écoutes pas de zik, moi, j'ai eu une période où je faisais un peu ça. Volontairement, j'ai arrêté d'écouter. Je me sens influencé. Sortir du... Au final, t'es influencé par d'autres trucs. T'es influencé par des films, des machins, peu importe. Tu vois, des vibes, des... la couleur, mec. Bien sûr, clairement. C'est sûr, la couleur. Je veux dire, tu vois, l'état de fatigue, peu importe. Il y a 1000 fois. Si t'as passé une bonne journée, quand t'es crevé, mon gars, alors vraiment, quand je suis raide fin de journée, je fais des trucs trop bright. Vraiment. C'est un truc classique, mais moi, vraiment, je le sais. Bright. Trop bright, mec. C'est trop bright. Et au contraire, quand je suis en forme et tout, là, tu vois, je vais être sûr de moi, je vais faire des trucs mat, mais c'est voulu, tu vois. Des gars vont te dire, ferme ta gueule, c'est mat parce que je le veux, il y a un truc bright. Toi, alors que le soir, t'es là, tout est trop bright. Toi, tu pars dans le côté. Tu vois ce que je veux dire? Il y a plein de trucs comme ça. On est totalement pas, on n'est pas fiable, tu vois. On est absolument non linéaire dans ce qu'on. Donc dans tout ça, tous ces points-là qu'on vient de dire, l'IA, elle les aura jamais. Bah ouais, non, ça c'est. Tu vois, vraiment, t'as l'état, l'humeur. C'est quand vous bossez le mieux, une track, c'est le matin, le soir. Il y a pas de. Mais écoute, alors moi, j'ai plutôt. Moi, je suis clairement du matin. Moi, je suis le matin pour ce qui est master, parce que je sens vraiment clairement les oreilles. Grosse décision. Voilà, exactement. Mais mastering, j'aime bien le matin parce que t'as les oreilles fraîches. Et puis voilà, ça va bien. Créa le soir, quoi. Créa le soir. Mais
j'ai pas vraiment. Bah, tu vois, l'ambiance dans laquelle on est ici. Tu sais pas, de toute façon. Tu vois, il y a des fois, ma femme, elle m'a vu rentrer à 5 h du matin. Elle m'a dit, qu'est-ce que t'as foutu? Je dis, putain, mais je me suis pas rendu compte qu'il est 5 h du matin. Parce que je suis. Non, mais c'est vrai. T'as pas mis d'horloge en plus. Non, j'ai pas d'horloge. T'as sur l'ordi, mais. Sur l'ordi, mais je la tu regardes pas. Mais non, mais clairement, moi, j'ai pas vraiment de. Mais c'est vrai que par contre, je m'impose le fait de. Bah, tu sens, je veux dire, ton oreille, c'est un élastique, hein, donc à la fin de la journée, ton élastique, il est un peu mou. Ouais. Et puis quand tu l'as reposé, tu t'es endormi, et puis que tu as bien laissé ton oreille au repos, bah, tu sens que le matin, c'est beaucoup plus réactif. Ouais. Donc tu sens mieux les transientes. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui te pètent aux oreilles que le soir, tu aurais peut-être passé à la trappe. Quoi. Est-ce que vous prenez soin de vos oreilles? Ouais, clairement. Genre, vous allez faire des checks d'audition pour voir où check, ça fait très longtemps, j'en fais plus parce qu'en vrai, j'en ai rien à branler. Je veux pas savoir en fait. Vraiment. Tu vois, mais tu vois, tu le sens. Savoir. Ouais, mais tu le sens. Mais techniquement, tu vois. Depuis la dernière fois où je l'ai fait, j'ai toujours vraiment fait gaffe. J'ai pas eu d'otite, j'ai pas eu ce genre de truc. Non, mais je dis pas ça, je dis dans le sens, dans le check, ça peut être pratique peut-être pour vous qui êtes ingé son, genre savoir, ok, putain, j'ai un immense trou à 6K. Je dis n'importe quoi. En fait, tu compenses. Ça, c'est du bullshit. Si tu compenses pour l'entendre, alors qu'en vrai, t'es en train de niquer la track à ton client. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu compenses dans ta, entre guillemets, peu importe ta réponse en fréquence. Personne n'a une réponse en fréquence flat. Non, ça, c'est sûr. C'est pour ça que déjà, on s'est tous un petit peu abîmés à gauche à droite. Enfin, moi, je suis allé faire les pads pour quand tu m'en soirée. J'avais jamais fait. Oui, mais sur mesure. Et puis, il m'a offert. Tu parlais de prendre soin de ses oreilles, c'est ce que je fais. Moi, je vais en soirée, je mets des bouquets, je mets des bouchons, quoi. Moi, je parlais pas de cette manucure. Petit brushing au poil des oreilles. Une petite crème le soir. Non, clairement prendre soin, oui, parce que c'est vrai que tu te rends compte, déjà quand tu te fais 10 heures de son dans les oreilles, tu sens que ça fait, tu sens que c'est agressif. Hein. Je veux dire, si tu travailles à 90 dB toute la journée, tu sens à la fin de la journée, t'as mal, quoi. En fait, tu bosses plutôt faible. Moi, je bosse plutôt faible. Puis j'ai plutôt tendance à. Enfin, moi, je suis de l'école puis d'ailleurs, on me l'a toujours expliqué comme ça. Mon mentor aussi, c'est vrai que quand j'entends pas quelque chose, je baisse le son. Ouais. Parce qu'il y en a plein qui montent le son. Ouais. Et puis moi, non, je baisse le son. Ouais. Parce que si ça sort du mix ou si c'est pas dans le mix, en baissant le son, tu vas tout de suite l'entendre. Tandis que si tu montes, tu vas resaturer le tout, tu vas juste rajouter du son. Ouais. Et vraiment, l'école, c'est un conseil que je donne à tout le monde. C'est vraiment, au lieu de monter pour dire, putain, est-ce que je l'entends pas? Non, tu baisses le son, puis tu verras qu'il y a tout qui ressort. Quoi. Ouais. Et je suis plutôt quelqu'un qui bosse... Après, j'ai toujours mon petit côté, mes 5 dernières minutes où je me dis, putain, on se fait un peu plaisir. Il faut mettre fort de temps en temps, bien sûr. On écoute un peu le son. Mais globalement, je dis. Mais globalement, je travaille assez bas. Ouais. Et puis, j'essaie absolument de conserver ce volume du début à la fin. Ouais, ça, c'est super important. Je l'ai dit dans plein de vidéos, c'est avoir un volume. C'est un repère. Et bas, plutôt, globalement. Ouais. Et les décisions, on les prend plutôt à niveau faible. Ouais. C'est... tu vois. Beaucoup mieux. Tu vois, on n'est pas si différents que ça, en fin de compte. De toute façon, mec, à un moment, quand tu bosses dans le son, il y a plein de trucs naturellement. C'est bien quelque chose que vous allez rarement voir, c'est Igor d'accord avec quelqu'un. C'est pas vrai, gros. Mais tu vois, c'est que... Il est d'accord qu'avec les ingé sons, en fait. T'es pas ingé son, il ne sera jamais d'accord avec toi. Non, mais il y a certains trucs, tu vois, pour piger, il faut la refaire pendant des années. Pas dit non, une seule fois. Tu t'es cassé la gueule. Tu t'es cassé la gueule 10 fois. On enregistrerait toutes les fois où Igor a dit non. Les autres podcasts, on aurait un podcast en soi, juste de nom. Mais je pense que c'est global avec les ingé-sons. Bien sûr, mec. C'est pour ça que je te dis que... Enfin, moi, j'ai jamais eu de rivalité. J'ai un concurrent, entre guillemets, qui est juste là à côté, mais on n'a jamais eu de rivalité. Ouais, on n'a jamais eu de rivalité. On est à 5 minutes à pied. Mais on est plutôt dans l'échange et le partage. Non, mais en vrai, alors ça, pour le coup, tu vois, c'est des conneries. Exactement. On n'a pas... Et chacun a sa touch, son truc, sa manière de faire. Tu vois, c'est pas... Après, il y a une histoire de compétence aussi. Tu vois, c'est sûr, s'il y en a un qui est capable de vraiment faire un truc pro, puis que l'autre, il n'y est pas encore, voilà. C'est un no-brainer. Typiquement, mon concurrent juste à côté, c'est un musicien, le gars. Donc, il est hyper fort dans ce qui est musical et tout. Moi, je suis un technicien. Moi, je suis vraiment ingénieur. Je suis vraiment le gars qui va fouiner dans la technique, qui va... Et c'est deux approches, mais fondamentalement différentes. Ouais, du coup, ça, c'est une bonne question. Est-ce que toi... t'as derrière, au fond de toi, par exemple, l'envie de devenir aussi artiste un jour? C'était un truc, en tout cas, qui te drivait. C'est le départ. Le départ de tout était ça. Le départ, c'était, t'étais DJ. J'ai fait des belles scènes, j'ai fait des grosses scènes.
t'as quand même réussi à aller à un niveau. J'ai fait des belles scènes. Et puis, il y a un truc qui me faisait kiffer le plus que tout, c'est de jouer ce que tu as fait, quoi. Ouais, ok. C'est encore plus bandant, quoi. Je veux dire, voilà, c'est... À fond. Tu vois les gens qui bougent puis qui s'éclatent sur ta musique, c'est encore plus beau. Donc, l'objectif était là, en fait. Ouais. Puis après, il y a ce côté où l'artiste, le monde artistique me faisait un petit peu peur. Okay. Je sais pas pourquoi ce monde-là. L'industrie ou l'industrie, tout ce qui entoure un petit peu le monde artistique. C'est pas toujours un monde très rose. Et puis c'est quelque chose que tu as moins dans le studio, en fait. Ouais, dans le studio, vraiment, c'est pas pareil. À la limite, tu crées la passerelle. C'est beau, c'est joli, parce que tu fais la passerelle, mais tu vas pas directement participer à ce monde-là. Après j'adore... quand tu as un artiste qui joue sur scène, qui se fait des grosses scènes, puis que tu as travaillé pour lui, puis qu'il a fait son album, aller le voir en concert, déjà voir comment il le joue en concert, c'est génial. Plaisir, exactement. C'est kiffant de voir que le gars, il s'amuse, il s'éclate, et puis au final... Il sait aussi pour quelque chose, sur ce qu'il livre. Quoi. Ouais, exactement. D'accord. Toi, tu vas avoir des fois des clients... Ouais, alors après, mec... toi, t'as beaucoup de clients, ils sont loin de... plutôt, tu vois, donc c'est pas évident, mais ça m'arrive, bien sûr. Après, moi, tu vois, ce côté aller devant de la scène, machin, je l'ai eu aussi un moment, mais pour rien au monde, j'aurais envie maintenant, tu vois. En plus, je pense que quand t'as des gamins, t'as peut-être aussi moins envie, non? C'est un kiff, hein. Moi c'est pareil, j'ai quand même joué sur quelques années et tout, mais je kiffe, c'est un kiff, mais franchement maintenant ça me fait plus du tout envie, quoi. C'est passé totalement. Moi, ça m'a jamais fait et plus même envie que ça. Sans mentir, tu vois, avec la scène, comme ce que c'est devenu un peu, tu vois, c'est ultra ouvert, trop, moi, à mon avis, c'est mon avis, mais tu vois, c'est devenu presque mainstream, tu vois, mec, maintenant, tu vois, ça me fait moins bonder, quoi. Tu vois, moi, depuis gamin, j'avais David qui m'a laissé son laptop avec Ableton dessus, puis il avait les platines de vinyle, les machins et tout. J'aurais pu passer des heures derrière les platines de vinyle, puis vouloir être DJ. Tu sais, quand t'es gamin, c'est marrant de jouer, j'aime bien. Ça m'a jamais... Je sais pas, moi, ça m'a jamais. En fait, attiré, c'est moins qu'ils font aussi, tu vois, techniquement et intellectuellement parlant, la prod, tu vois, c'est un vrai challenge en vrai. La prod, le mix. Un mix, c'est comme un fucking puzzle. On arrive avec un truc, avec un tas de pièces en bordel. Moi, j'ai plus d'avis à faire un vrai concert. Ok, on doit trouver, tu vois. Ouais, clairement. Puis souvent, tu t'attends pas à ce que le mec il t'amène, donc souvent, tu prends les pistes, tu sais. C'est la surprise à chaque fois. C'est tout le projet, tu touches tu presses ton play, puis tu dis. Ah ok, d'accord. Puis je veux dire, c'est enfin en termes de intellectuellement, c'est un vrai travail à chaque fois, tu vois. Enfin, c'est un vrai processus qui est cool. T'as moins. Après, c'est vrai que tu vois, un travail DJ au vinyle, je le préférerais 100 fois. Quoi, c'est 10 fois plus fun de jouer au vinyle. Voilà, exactement. Après, t'as aussi une notion de public. Le public, il est plus comme avant. Non, moi, je trouve le public. Mais complètement, j'ai l'impression. C'est beaucoup moins pointu. Avec son attel, puis il te demande le nom du tract. T'as plein de choses qui ont changé. À quel niveau tu joues aussi. Bien sûr, mais Bob Sinclair le dit tout le temps. Il dit, il pète les plombs avec les phones à filmer. On en parlait dans un des podcasts. D'ailleurs, avec May et Jimmy, on parlait de ça. C'est aberrant aujourd'hui. Bien sûr. Tous avec leur téléphone, comme ça. Il a l'impression que les gens, ils profitent plus du moment, en fait. Et puis tu le vois, tu as l'impression que c'est vrai. Enfin, j'ai joué récemment dans un... Après, c'était un petit club, un petit bar, mais tu le sens, ça. Tu veux faire quoi? C'est une génération qui est comme ça, et puis... Voilà, exactement. Mais c'est vrai que pour le DJ, c'est compliqué, parce que Bob Sinclair, c'est frustration totale, quoi. Ils se sont pas il le partage, il le communique, il le dit. Après, je pense aussi un truc, c'est quoi? C'est que le DJ, elle met trop en avant, en fait. Et ça, il le dit aussi, hein, il y a une starification du DJ, tu sais. Maintenant, c'est genre le... Alors qu'à la base, mec... c'est comme aller voir un boys band. T'es là pour les gens et tout, mais c'est... En fait, je sais pas comment expliquer, quoi. C'est comme si quand t'allais mixer, tu vois, moi, quand je mixais, alors j'ai jamais fait des grosses scènes, j'ai jamais fait des gros festoches et tout, mais tu vois, l'esprit club et tout, tu mixes, les gens, certes, ils sont devant toi, face à toi, mais c'est comme une sorte de participation, tu vois. T'es pas là pour faire le show, t'es là pour faire passer les gens pas le numéro moment, tu vois. T'es un groupe, t'es grindé dans ton truc, il y a pas de prestance scénique à avoir, en vrai. Tu peux si t'as envie, mais maintenant, c'est devenu obligatoire. Moi, je vois des gars, des fois, il y a un podcast, là, de Shlomo, je sais pas si vous avez vu. Les gars, ils parlent de ça, tu vois, ils sont là, genre, c'est quoi, ils ont même un terme pour ça, je sais plus comment ils appellent ça, mais genre, en gros, la prestance scénique, tu vois. C'est quoi ta prestance scénique, tu vois.
Puis je dis, mais mec, on n'a rien à branler en fait, mec. Ouais. C'est plutôt, c'est quoi que tu joues, Moi, c'est mon job. quoi ton set. Enfin, je sais pas. C'est quoi que tu dis comme Moi, en tout cas, ça me parle track, plus, tu vois. C'est vraiment arrivé à un point où c'est devenu vraiment un truc, une prestation scénique, tu vois, un espèce de show. Et pour moi, le DJing à la base, c'est pas ça. C'est juste ça, tu vois. J'avais parlé une c'est- fois avec un DJ local qui commence à répéter un petit peu. Et puis il me disait justement son agence lui donnait des cours où comment il doit faire de la gestuelle sur, Ouais, c'est sur ça. scène, Ouais, RC Platine et ouais. tout. Moi, mec, j'étais complètement paumé. Depuis quand tu as besoin de ça et tout? Puis en Bah, fait, il disait non, maintenant, l'agence, t'en pour eux, as c'est besoin, très hein, sévère. bien sûr. Maintenant, L'agence il te faut. force à faire Voilà. ça. Ah ouais, T'es ouais. chez nous, c'est dans le contrat. Parce Tu qu'il faut un dois. visuel, parce qu'il faut que tu aies une attitude, à il faut fond. que tu aies. Et tout est calculé. Le mec, s'il lève son bras à tel Faut que ce moment, soit c'est Instagrammable, voilà. quoi. Après, Ouais, NAD, ils ont ça naturellement aussi. Et puis ça leur va très bien. Et puis Mais voilà. après, tu vois, le fait de Mais- participer avec le public, d'avoir un vrai lien, Ouais. pas d'être juste comme ça, on sait pas du tout. Ouais, Ça, ouais. ok, mais c'est pas de ça que je parle. Après, Moi, je te je parle du trouve côté que chaud, tu Ouais. vois. Après, je pense que tu sens aussi ceux où c'est trop je fait. comprends. Franchement, tout à les fait. trois. Et ceux que c'est exactement. naturel, tu vois. Mec, NAD, les- c'est naturel, ça leur va très bien. Ouais, ouais. C'est un show en soi de les voir Exactement. jouer parce que c'est Exactement. naturel. Puis il y Exactement. en a des, tu sens que c'est forcé, qu'ils sont pas dans leur truc. Puis tu sens que c'est quelqu'un qui lui a dit, mec, faut que tu Et danses. il n'y a faut que tu fasses rien de ça. pire que ça. Et Ah ouais, c'est bien tellement sûr. malaisant parce que tu sens qu'il est pas Ça confortable. se sent. Et peut-être Ouais, ça vient avec les années, Puis tu ça vois. vient pas de lui. Mais il y en a donc, d'autres, ils sont là, et ils bougent pas beaucoup, et ils te foutent une immense claque, t'as tout le monde qui danse, et c'est ok aussi, tu vois. Ouais. Bah ouais. Tu Et vois, puis c'est- c'est une performance plus technique. Ouais, moi je pense il est qu'il faut dans son laisser truc. les gens être comme ils Exactement, sont. exactement, Et puis si la exactement. personne elle est extravertie dans sa façon d'être derrière les Clairement. platines, bah tant mieux. Exactement. Bah, ça va donner un peu plus. Ouais, Puis les c'est- autres, bah, tu compenses avec autre chose, tu fais un visuel derrière. Mais le problème, c'est qu'en fait, t'as le line-up, ils font tous le même genre de move, ils sont tous au max, à se mettre debout Ouais. devant, allez, tu vois. Donc bout en d'un moment, fait, t'as le plus de mec qui le fait personnalité, pas, il se sent un peu. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ça peut-être. monte le level du truc, tout le monde se sent obligé et c'est de pire en pire. Et là, on est dans la surenchère. Ouais. Moi, je trouve qu'on est vraiment arrivé au truc où c'est trop. C'est Ouais. jamais que des fois, tu vois les gars, t'es là, les mecs. Mais du coup, tu fais C'est la, too tu fais much, la quoi, même mais cam qu'on a que rien tout le à monde. foutre, tu sais. Et c'est à ce Ouais, moment-là bien où tu fais l'erreur en marketing, par exemple. Ouais, exactement. C'est tout l'inverse. Exactement. Tu faut pas aller là où il y a tout le monde qui va, parce que sinon tu te différencies pas. C'est clair. Tu vois, Ah je veux dire, ouais, bien si t'as sûr. tout le monde qui est là en train de danser, tu vois, on parle de la scène art On va se faire techno. cracher par les DJ, tu vois. On va être là, les grumpy Non, mais à part engineers, ça- restez dans le studio, arrêtez de parler Bah, des tu vois, moi je suis pas ingénieur, mais c'est. Peut-être. Mais peut-être. rien Ça à branler, m'arrange, mon gars. ça Rien à m'arrange. branler. Ouais. Non, mais m'arrange. Exactement. c'est très vrai. Puis je pense que beaucoup d'artistes qui regardent le podcast, parce qu'il y en a beaucoup qui regardent, ils vont se reconnaître là-dedans, puis ils vont Bien se sûr. dire, putain, en fait, c'est vrai ce qu'ils disent. Parce qu'en vrai de vrai, que tu vois, dans la scène art techno, bah, ok, il y a le hacking, et puis ils sont tous en train de hacker, machin et tout, ok, c'est très bien. Mais c'est vrai que. D'ailleurs, en passant, les gars, depuis les fin 80, 90s, c'était déjà là. Hein. Vous n'avez rien inventé au passage. Hein, je dis ça Ouais, comme c'est ça. pas- c'est pas faux. Ouais. Les kicks, les trucs, tout ça, ça existait déjà. Ouais, bien sûr. Ouais, clairement. Mais là, il y a deux Ouais, écoles. parce qu'il y en a qui ne maintenant, savent pas. Hein. Ouais, mais maintenant, il y a deux Ceux qui sont écoles. nés après 2010, tu vois. Mais ça, c'est un Ou coup d'un 2000. promoteur qui voulait remplir sa salle, puis appeler soirée hardcore, ça marche pas, ou hardstyle, et puis du coup, il a pris des artistes dans ce genre-là, et puis il a Je sais des pas, soirées techno. je sais pas. Et puis c'est parti comme ça. Non, Je j'en sais pas sais comment rien. ça s'est mais- développé ce nouveau courant, tu vois. Moi, je sais pas, ça s'est fait un peu naturellement, Oui, et oui. c'est ok, tu vois. C'est Ouais, ok, rien à et tant foutre, mieux, c'est parce notre que scène. ça donne de la Ouais. visibilité à d'autres artistes. Et puis, mais maintenant, c'est les vieux de la vieille, vu qu'ils ont jamais eu l'attention qu'ils voulaient. Ouais. Il y en a beaucoup, ils ont une frustration. Ouais, ouais, Parce que maintenant, c'est tous Mais bien des jeunes sûr. qui débarquent Bien sûr. de nulle part. Enfin, pas de Mhm. nulle part, parce qu'il y en a beaucoup qu'on Mais d'ailleurs, on en fait de parlait la avant. prod depuis longtemps, il faut dire ce qu'ils est. Puis ils arrivent, puis du jour au lendemain, ils pètent, entre guillemets, avec TikTok, Très etc. vite, ouais, non. Et puis ils Ouais. pètent Ouais, plus ça va vite vite, que les ouais. vieux qui sont là Ah depuis ouais, 10-20 bien sûr, ans. ouais. Et ça fout le seum aux vieux. Parce que les gars, ça fait 20 ans qu'ils font Bien ça. sûr. Ouais. Et puis ils le font bien. Et puis t'as des gamins, ils ont mon âge, mais ils arrivent et puis ils Après, il pètent faut le que, truc, tu vois. c'est comme dans Et tout ça fout le métier. seum, tu vois, ça Ouais, fout le mais seum. c'est dans tous Mais je métiers, comprends tous les ça, faut domaines, dire, t'as ça. ça. Faut Moi, j'appelle ça de la accepter, faut jalousie. accepter. Faut arrêter. Les gars, au lieu d'être vieux dans votre coin et rien faire, allez raison. vers ces jeunes. T'as raison. Faut Allez leur accepter. donner votre soutien, Bien c'est sûr. leur génération, À et puis fond. bossez avec eux, et puis arrêtez de cracher en mode c'est pas de la vraie techno, et tout machin. Ok, c'est le genre que ça, on s'en bat les couilles, on est là Ouais. pour s'amuser. Mais bien et sûr. Non, puis mais alors ça, pour bien le coup, je sûr. suis d'accord. Et Ils voilà, ont, quoi, ils tu ont chopé le terme techno, c'est pas de la tech. Enfin, art techno, machin. Ouais, on voilà, s'en fout, on s'en fout. C'est C'est pas de ça qui l'électro compte. pour le client c'est de la final. musique mais- électronique. C'est de la musique électronique, au final, c'est ça. C'est hein. ça, on s'en C'est fout le spécialiste, complètement, quoi. lui, il y a plein d'embranchements. Le techno Ouais, et on s'en Mais- branle, quoi. Mais On s'en non, branle. voilà, c'est Ouais. exactement. Tu vas écouter l'électro, voilà, puis On voilà. s'en branle. Non, on est d'accord. Ça, c'est les vieux grumpy On est d'accord. qui ont le seum ultime d'avoir raté le train Mais quand il était là. Et puis... Après, en fait, c'est et pas puis la même qui- scène, c'est Mais pas les c'est mêmes pas- gens, voilà, c'est- donc ça, c'est Ouais, pas mais pareil. t'as quand même un... C'est pas comme si Ouais, j'allais c'est pas... piquer. tu Non, vois. c'est pas pareil dans le Moi, je sens, trouve. comme tu dis, certes, mais la musique reste très familière et très semblable, quoi. Alors maintenant, c'est peut-être plus Semblable à quoi, musical. tu dis.
Bah, ce qu'on faisait à l'époque. Techno, tout Au ça. hardcore. Ouais. Vieux hardcore des années 80. C'est un mélange de des tout ça. années 90. Ouais, Il y a l'Eurodance qui revient mélangé dans tout ça. Non, mais c'est vrai. Bah oui, l'Eurodance qui reprend. À part ça, Scooter, les premières Thunderdome et tout, on y est là. Il y a les sonorités, les trucs. C'est cyclique. C'est cyclique, ce genre de musique. Bien sûr, la musique, c'est dans 5 ans, ça sera le crossbreed qui reviendra. Et puis. Oui, mais après, ce que je veux dire, c'est qu'ils n'ont pas piqué. Tu vois ce que je veux dire? Ce nouvelle série techno, ils se sont inspirés. Ils n'ont pas piqué les gens. Des soirées mieux qu'à l'époque aussi, musicalement. Renadé, il balance des. Il y en a qui sont bons, bien sûr. Très bons. Mais ouais, moi je pense que c'est pour beaucoup qui râlent, ils disent c'est de la techno TikTok. Ça, c'est ceux qui ont le seum parce qu'ils ont raté une coche et puis qu'à l'époque, quand ils le faisaient, ça ne cartonnait pas autant et puis que maintenant, ces gars-là, ils remplissent des stades. Il faut aussi dire les choses comme elles sont. C'est-à-dire que la majorité de ces gars-là ont pété grâce aux réseaux sociaux. Hein. Ouais, ils n'ont pas pété grâce... Ils avaient MySpace, les gars. C'est un outil. Non, mais c'est pas péjoratif. Non, il est sur la défensive. C'est pas... Moi, je suis sur la défensive. On touche à sa génération. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un outil. Mais c'est aussi une réalité. Tu vois ce que je veux dire? Gros, t'existes parce que des gens te prennent en photo, tu vois ce que je veux dire, t'existes pas parce que c'est indéniable. Voilà, c'est tout. Mais après, c'est pas, on s'en fout, tu vois. Mais c'est une question, je pense aussi, c'est une question d'adaptation. Puis tu dois. Mais ça serait un autre genre musical, ça serait pareil. On vit dans une génération où les réseaux sociaux ont pris le dessus sur même, je dirais même sur qui va être. Je caricature et exagère le truc, mais c'est presque TikTok, Instagram qui décide c'est qui demain la prochaine star. Il suffit que le gars, l'algorithme, il te mette en avant et que ça parle. Bah, t'as plus de visibilité qu'une autre personne qui trime et qui poste tout le temps. Tu fais un gros pic comme ça, mais par contre, est-ce que tu restes au pico, tu vois? Ça, on verra. On verra ceux qui pètent maintenant, ceux qui restent, quoi. On a plusieurs exemples qui, en fait, ça redescend aussi vite que c'est monté. C'est un peu le problème des réseaux. Il y a eu à l'époque. Après, il y a aussi des artistes qui pètent, puis après, au bout d'un moment, ça leur correspond pas, puis ils arrêtent aussi, tu vois. Et après, il faut savoir quoi faire quand t'es en haut aussi, surtout. Après, je pense que tu te crées aussi un réseau qui te permet de pivoter et puis faire autre chose, tu vois. Genre, je pense demain, on parlait avant de l'IA, ça remplace votre métier. Imaginons que ça arrive, parce que les gens, ils veulent que de l'IA, même si c'est pas mieux que vous, mais ils veulent que de l'IA. Demain, tu n'as plus de clients pour X raisons. Bah, je pense que demain, vous arrivez tous les deux à pivoter dans l'industrie musicale très bien. Mais bien sûr, je pense. Après, je lance un business IA, mais je me clone en tant qu'IA, et puis si tu veux mon son, bah voilà, tu payes. Si je fais un SaaS. Mais je pense que certainement, il y a des gars, ils vont commencer à lancer des trucs comme ça. Peut-être. Alors, les SaaS, attention, les amis, parce que pour le coup, créer un SaaS, là, l'entrée c'est plus facile qu'avant. T'as plus besoin de 18 codeurs. Enfin, tu vois. Mais voilà. Quoi, mais ces générations, pour revenir à ça aussi, c'est comme la première fois qu'on m'a demandé un speed-up ou un slowdown. Tu sais, je dis, mais putain, tu sais, vraiment le vieux con, mais regarde ton morceau comme il est bien. Qu'est-ce que tu fais à ton morceau? Puis en fin de compte, tu regardes, mais why not? C'est vrai que ça permet de distribuer son morceau. Tu sais d'où ça vient le speed-up? Pas du tout. Le speed-up, c'est avant. Et maintenant, ça a changé parce que tu peux mettre plus de temps. Mais sur les réseaux sociaux, si tu veux, il y a 20 ans de vidéos. Tu peux pas aller plus que ça. Et puis, il y en a des, leurs morceaux, le refrain comme ça était trop long et ça rentrait pas dans toute la vidéo. Puis, pour avoir tout ce morceau-là, ils ont speed-up les morceaux. Puis, c'est même pas eux qui l'ont fait, c'est les gens qui faisaient des vidéos. Qui voulaient avoir tout le refrain, et puis ceux qui dansent, tout ça. Et du coup, ils accéléraient pour avoir pour que ça rentre. Voilà. Puis il y avait aussi ce truc tu sais, ils accélèrent ou ils mettent au ralenti le morceau. Ouais, le slow down, maintenant, c'est... Puis après, quand ils mettent en mode normal, la vidéo, ils dansent rapide. Mais c'est un petit trick de vidéo de TikTok et de Vine et de compagnie. Et ça vient de là, en fait. Un plugin qui fait en divisé par... Putain, comment il s'appelle? Un plugin à la con, là. T'as un divisé par 2 x2, machin. Exprès pour ça, ils ont fait un plugin. Puis il y en a des, ils le font, mais pas très bien. Mais c'est vrai que ça, je crois que ça vient de là, si je dis pas de bêtises. Si vous avez une autre théorie, mettez-la dans les commentaires. L'autre exemple aussi, c'est TikTok, ça a créé des morceaux d'1 minute 30, d'une minute. Ah ouais, non, mais maintenant, il y en a plein. C'est aberrant. Mais tu vois, quand on dit la musique et du contenu, bah là, on y est. Là, on est dedans. T'as des gars qui composent pour TikTok. En termes de timing, on sera jamais au minimum de ce que les boîtes font pour payer par rapport aux droits d'auteur. C'est-à-dire que si t'as pas de temps de seconde, t'es pas rémunéré. Il y aura tout le temps des morceaux qui font en tout cas 1 seconde de plus que ça. Pour que ça rentre. C'est parce qu'ils ont eu, je crois, Spotify, ils ont eu un problème avec des gens qui uploadaient du noise, du bruit blanc. Non, ce que tu fais, c'est qu'un morceau, par exemple, ton morceau fait 3 minutes, bah, en fait, tu en fais plusieurs morceaux de 31 secondes, mais qui s'enchaînent automatiquement. Et comme ça comptabilise genre 5 plays au lieu de 1. Ouais. Des trucs comme ça, mais du coup, maintenant, ils ont empêché un peu ce truc-là, et puis ils ont mis, je crois, des réglementations internes à leur plateforme. Après, chaque plateforme a son truc et tout. Mais là, je vois qu'il y a aussi une tendance d'artistes
qui font le choix de ne plus mettre leur musique sur Spotify. Ouais, alors là, mais ça, c'est comme les véganes. Ou, tu vois, Ouais, non, mais je dis, c'est une trend actuelle. Non, désolé, les véganes, hein, mais c'est dans le sens. J'ai rien contre les véganes, j'ai rien à branler. C'est juste que je suis pas végane, je mange de la viande si jamais, mais c'est juste que c'est un courant radical, tu vois, de gars. Et comme d'hab, ça va rien donner. Ils vont être là tout seuls dans leur coin, puis après, ils vont se plaindre qu'ils y arrivent pas, puis ils iront demander des aides à l'État. Enfin, tu vois, bref. mais c'est un choix. Végane à très loin, là. Demander de l'aide. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un choix. Mais je comprends le choix, je comprends derrière comment ils pensent, tu vois, mais le seul truc, c'est que, mec, la musique, si tu veux y arriver, c'est un business, ok ? Ouais. Tu peux dire ce que tu veux, c'est un fucking business. Ouais. Comme dans tous les business, si tu vas à l'encontre de tout le monde, tu fais rien, tu vois. Les gens ils se retrouvaient en torrent, et puis au contraire, ils étaient contents parce que ça faisait qu'il y avait plus de gens. Mais c'est une bonne strat, bien sûr, ça peut en être une, bien sûr. Mais je pense que ça, c'est du... Après, je comprends l'artiste quand tu as les 0,001 centimes pour 30 secondes d'écoute. Je peux comprendre la frustration. Il y en a des millions et puis. mais tu touches que dalle. On est d'accord. Mais ça fait des années que ça tourne. Je crois que c'est en place maintenant. Mais en fait, on sait que la musique est une carte de visite et tu sais pertinemment que si tu fais de la musique, c'est pour aller la jouer en live. Ouais. Et c'est là où c'est que tu vas gagner de l'argent. Ouais, et voilà, c'est instauré, c'est comme ça. Maintenant, pour faire tomber Spotify, faut se lever tôt. Bah non, mais ouais, et puis, comment dire, c'est... Faut que tout le monde se lève tôt, plutôt. Tout le monde se lève tôt. L'industrie de la musique, si tu regardes, elle s'est fait éclater, mais vraiment littéralement éclater. Les chiffres, je crois que c'est passé, je crois que c'était 150 milliards à 15 milliards, je crois, ou je sais plus. Mais bref, ça a fait moins de 30%, tu vois. À cause du torrent. Tu vois, du torrent. Le torrent, c'était déjà à l'époque. Napster et compagnie. Donc imagine, voilà. Et à partir de là, il y a un nouveau modèle qui s'est recréé, qui est le streaming. En fait, ils n'ont pas eu le choix. Les maisons, c'était soit ça, soit rien. Ben, c'est ça. Donc, soit tu devenais un marginal, soit tu faisais partie de... Juste pour la petite histoire, si on regarde le catalogue mondial de la musique qui est détenu par les majors, c'est eux qui ont fait des deals avec Spotify. Hein. Donc, au final, tu vois ce que je veux dire ? Si c'est comme ça, c'est parce que les plus gros acteurs du marché ont fait des deals. Bien sûr. C'est pas genre... Ouais, mais parce qu'il y a des gens qui comprennent pas bien ça. Ils se disent, Spotify, c'est evil, machin. Ouais, ok. Mais c'est... En fait, s'il en est là où il est, c'est parce qu'il a eu le deal avec les maisons de disques. Tu vois ce que je veux dire ? Bien sûr. Donc, les maisons de disques sont déjà evil. Au final, c'est plutôt les maisons de disques qu'il faudrait... Je pense que c'est comme tu as dit. Cette époque du torrent, machin, ça a fait un... Puis ils ont senti un potentiel. Ça a éclaté. Hein. Et puis, ça a tout éclaté. Ouais, exactement. Puis ils se touchent un forfait, les maisons, pour avoir tous leurs trucs. Certainement, et puis ils sont contents. Bon, après, les budgets, ils ont tous bien baissé. Tout a droppé, ouais. Mais tu vois, je sais plus si c'était Universal ou Sony qui avait enlevé le catalogue. Mais par contre, ça remonte maintenant. Aujourd'hui, on est de nouveau quasi à ce qu'on était avant le streaming. Ça remonte. Enfin, avant le torrent. Ouais, ça remonte. Pour regarder les chiffres, tu dis. En termes de chiffres de l'industrie musicale mondiale, là, on est vachement... Ouais, mais tu considères quoi ? Parce qu'il y a le truc entre l'artiste indépendant qui reçoit ce qu'il reçoit, tu vois, même s'il fait des millions de plays, quoi. Et après, tu as les forfaits que ces maisons de disques reçoivent et qui distribuent à la louche à ces artistes aussi. Ouais, parce qu'il ne faut pas oublier que les maisons de disques, ça a toujours été, mais à l'époque, tu comptais les pièces. Après, il y a tout ce background de j'achète des vinyles pour mettre dans les stores, pour les maisons de disques, puis après, ils les cramaient pour vendre, et puis il y avait toutes des histoires comme ça, de machin. Mais je dis, il ne faut pas oublier que, je dis n'importe quoi, mais Facebook, Insta, toutes ces plateformes de réseaux sociaux, YouTube, TikTok, ils payent des forfaits faramineux à chaque label. Oui, pour avoir genre 100-200 millions chacun d'entre eux par année pour avoir le droit sur les morceaux du label. Le label, il redistribue ça comment ? Il en sait rien. Combien de... c'est un peu comme la Suiza. C'est une boîte noire. Oui, mais la Suiza, tu as une partie... Il y a des boîtes noires. Si tu veux, bien sûr. c'est la Suiza et la SACEM, ils ont des moyens de mesurer. Puis il y a un faible pourcentage qui, lui, n'est pas mesurable, qui est compliqué. Et là, ils redistribuent, on va dire, au top, je dis n'importe quoi, mais au top 10%. C'est un pot, ça. C'est un pot commun. Puis ils distribuent à ce pot commun. Mais tout ce qui est les majors par rapport aux plateformes, la boîte noire, elle est beaucoup plus conséquente. Bien sûr, je dis n'importe quoi, mais... Surtout que c'est opaque, en fait. C'est très... On sait pas. Tu sais rien. Et mais ils sont très contents. Ça viendra. Parce que par contre, ça viendra. Quand un outil de mesure. Ouais, mais ça viendra pas. Non, parce qu'ils n'ont pas intérêt. Peut-être qu'ils n'ont pas intérêt. Peut-être qu'ils le vendront. Nous, on l'a proposé à des majors. Ils vont pas le laisser. Ils ont aucun intérêt. Ils ont rien à foutre. Ils sont là, t'es fou, quoi. Surtout pas. C'était là. Non, t'inquiète, nous, on a notre système à l'interne, on redistribue. La blockchain, on en a rien à péter. Évidemment, ils veulent surtout pas. C'était fou.
Et puis au contraire, ils ont un forfait. Eux, chaque année, plus ils ont de catalogues. C'est pour ça qu'ils achètent des gros catalogues. Ah, bien sûr. C'est parce qu'ils peuvent demander des plus gros forfaits. Et puis après, ils redistribuent ce qu'ils veulent. Puis s'ils veulent, ils distribuent que 40% de ce qu'ils ont eu comme gain. Le reste, ils disent que c'est pour de la gestion. Et puis ils sont très contents. Puis c'est des gars qui, du jour au lendemain, se sont retrouvés à générer 1 milliard par année de chiffres. Parce qu'en fait, c'est ces plateformes comme Google, Facebook, Meta, disons. Et puis TikTok. D'ailleurs, TikTok, ils se sont vus retirer le catalogue d'Universal. Je crois que c'était Universal. Il y avait des morceaux, tu les voyais plus. Parce que ça faisait quelques années qu'ils ne payaient pas de droit à ce label. Puis c'était pas le seul label. Il y avait plein de labels. Du coup, je crois qu'ils ont trouvé un accord et ils ont réglé une addition assez salée. Et puis maintenant, tu retrouves les morceaux dessus. Mais TikTok a eu ce problème-là parce qu'ils ne payaient pas le forfait. Puis ils sont obligés de s'aligner au forfait de tous les autres. Si Meta décide de payer 200 millions à, je sais pas, Believe ou Universal ou peu importe le label par année, donc il doit faire ça pour chacun des labels. Google, il ne pourra pas faire moins que ça. Bien sûr. Et TikTok, il ne pourra pas faire. C'est un forfait qui dit tu veux les droits de mes morceaux, tu as tant de millions d'abonnés, c'est tant par million d'abonnés. Mais ça, c'est très bien en vrai. Non, c'est très bien. Après, il faut juste que ce soit redistribué équitablement. Pour revenir, je dis ça par rapport à ce qu'on disait avant, où les labels, eux-mêmes, ils ont leur rôle à jouer. Évidemment. Mais tant que ça a leur avantage, ils ne vont pas faire ce qu'ils veulent. Je pense que c'est aussi les Devils derrière. Ils vont avoir de moins en moins de pouvoir, je pense. Il y a plein d'exemples. Il y a... Ah putain, cet énorme artiste là. Mais ils auront toujours sur les petits. Celle qui a fait son énorme tournée mondiale, elle a envoyé chier sa major, elle a réenregistré tout son catalogue, elle a réenregistré. Hein. Comment elle s'appelle ? J'ai entendu parler. Ah putain, c'est une méga star. Bref, vous retrouvez. Ça me dit rien. Non, elle a fait une tournée mondiale et elle a fait 15 milliards, je crois, un truc du genre. Non, 1,5 milliard, elle a généré avec sa tournée mondiale. C'est pas solo, solo, en indépendant, mec. C'est une première dans l'histoire du business de la musique. Elle a dit fuck à la major. Elle a pas voulu, elle a pas pu récupérer son catalogue. Elle a réenregistré tout. Elle a refait. Et du coup, maintenant, elle est solo indépendante et elle a généré 1,5 milliard. Tu parles de avec la tournée. Avec la Taylor Swift, je crois. Taylor, ça va, je n'étais pas sûr. D'accord. Mais il y en a plein comme ça. Ah, ok, d'accord. Mais c'est génial, parce que tu vois, c'est un des acteurs majeurs dans les artistes. Elle a réussi à faire ce coup, c'est un fucking hold-up. Hein. Maintenant, dans les nouveaux contrats, ils ont changé. Il y a une clause qui t'interdit de réenregistrer ta musique ou je sais pas quoi. Enfin, comme toutes les clauses dans tous les contrats, c'est à chaque fois parce qu'il y a une histoire historiquement, tu vois. Et elle a réussi. Mais ça, tu vois, c'est le pouvoir des réseaux sociaux. C'est grâce aux réseaux sociaux, tu peux devenir indépendant, tu peux dire fuck à la major ou à ta structure. Après, le truc, c'est que les majors, ils donnent un confort aux petits artistes que t'as pas quand t'es déjà un gros artiste. De serait-ce que d'aller dans un studio enregistrer, c'est un sacré budget. Et puis même si tu as la plus belle voix du monde, tu n'as pas ce budget-là. Tu vois, un morceau, rien qu'en enregistrement, si tu prends, je sais pas, 5 sessions, puis que tu payes 500 balles ta session à chaque fois, tu en as pour 3000 balles. Quelques milliers de francs, mais après... Mais un morceau, tu fais un morceau tous les 3 mois, tu dois sortir 3-4 000 balles tous les mois pour enregistrer un morceau. Mais c'est ingérable quand tu n'as pas les moyens. En même temps, tu n'as pas besoin de ça pour péter sur les réseaux. Non, tu n'as pas besoin de ça pour péter sur les réseaux. Tu peux commencer avec des trucs très médiocres en termes de quali, et puis quand même péter. Et après, suivant quoi tu pètes, c'est pas non plus tu pètes au point où tu as envie, quoi. Bon, après, moi, je suis de l'école de. Si t'es un petit peu malin avec un gros follower. Sur TikTok, t'as pas de rémunération. Ouais, mais attention, il faut donner une idée. Ouais, alors, dans les vidéos. Oui, mais si t'as des millions de followers sur TikTok, t'es pas payé par TikTok, mais tu peux monétiser de 1000 manières. Ouais, tu peux monétiser de 1000 manières, on est d'accord. Tu vends un produit, tu vends un service, peu importe. Et tu vas gagner de la thune. Quand tu dis ça aux indépendants qui commencent et tout, il y en a pas beaucoup qui vont dire vas-y, je fais du merch ou des trucs comme ça. Tu vois. Alors, j'irai pas sur du merch, mais tu vois, je veux dire, te créer un follow sur Internet. Tu fais quoi comme service, tu vois? Alors moi je dirais mec, pars sur du personal brand à fond, genre lifestyle, et tu vas t'enregistrer dans des super lieux avec ton phone en train de chanter. Ça c'est pour niveau content, ok, mais après comment tu monétises ça? Après tu me dis alors il y a 1000 façons, tu peux vendre des services, tu peux comme service. T'apprends aux gens à chanter. Par exemple, tu coaches des chanteurs, tu crées une formation sur comment chanter, tu vas voir. Alors, le truc qu'il faut dire, c'est que si tu as du follow, tu vas voir des gens, par exemple, tu vas voir des promoteurs. Tu dis, ok, regarde, j'ai 1 million de followers sur TikTok. Alors, peut-être le gars, il s'en branle, c'est pas ce qu'il va remplir son truc, mais ça te donne un certain edge quand même pour aller voir des gens. On peut dire ce qu'on veut. Ça, c'est sûr, il y a des exemples de mecs, mon gars, qui ont des gros follow sur Internet et ils arrivent à lever des gros crédits dans des banques grâce à ça. Parce que même les banquiers suivent. Tu vois, le mec qui fait du contenu finance, par exemple, il a un gros follow. Et puis il le suit. Ouais, mais il y a plein d'exemples comme ça, mec. On se rend pas compte, en fait, à quel point les followers, avoir un follow sur les réseaux, te donne un avantage, quoi. Très clairement.
Moi, tu vois, je vois, c'est tout con, mais quand on contacte des gens pour faire les podcasts, les gens, alors je sais pas si c'est peut-être à cause de ça, mais les gens me connaissent et me répondent d'office, tu vois. Ouais. Jimmy Labeu, par exemple, tu vois, il m'a répondu en 10 secondes sur Insta. Tu vois, je sais pas s'il répond à tout le monde comme ça. Peut-être, je sais pas. Peut-être je me trompe, tu vois. Mais ça te donne quand même un certain avantage, tu vois. Ouais, bien sûr. Parce que même les gens t'ont vu 1-2 fois, ils disent ah ouais, je vois c'est qui machin, et puis t'as un peu plus l'attention. Bien sûr, bien sûr. Donc à tous les niveaux, tu peux en profiter. En tant qu'artiste, tu peux en profiter. Je pense pas que Jimmy Labeu répond à tout le monde comme ça. Le gars, il a quand même pas mal de millions d'abonnés. Tu me diras, Jimmy, tu commenteras dans cette vidéo, s'il te plaît. D'ailleurs, tu peux répondre à mon message que je t'ai envoyé. S'il regarde, bien sûr. S'il regarde, ouais. Peut-être qu'il les voit, il répond pas parce qu'il a juste pas le temps. Et puis c'est normal quand tu as autant de follow, mais tu vois, ça devient difficile de. Tu quand tu reçois plein de messages de plein de gens, t'as pas le temps de répondre à tout le monde. Mais si tout d'un coup tu vois le message d'un gars que tu as juste, ne serait-ce vu quelque part, tu vas plus aller voir, tu vois. Déjà moi qui ai un follow ma mère, j'ai de la peine à lui répondre rapidement. Non, mais tu vois un peu le truc, quoi. Non, mais c'est pour ça que je pense que maintenant c'est un vrai edge, les réseaux sociaux, les artistes. Je dis pas que c'est facile, mais je dis qu'ils peuvent maintenant s'en sortir plus tout seuls. Ils ont moins besoin de structure comme avant. Il peut être plus indépendant aujourd'hui qu'à l'époque. Ah oui, bien sûr. Par contre, la contrepartie, c'est que c'est oversaturé, quoi. Ouais, bien sûr. Il faut aussi avoir envie de vouloir tout faire, c'est-à-dire être ton propre comptable, être ton propre marketeur. Même en tant que DJ, tous les noms de quoi que ce soit. Si tu te lances, tu peux pas être juste l'artiste qui écrit et qui compose. Il faut vraiment que tu aies une vision 360 degrés de ton projet. Comme si tu montais une boîte. D'ailleurs, on en parle souvent dans les podcasts. Mais au final, quand tu te lances à 100%, t'as une entreprise. C'est de l'entrepreneuriat. C'est de l'entrepreneuriat. Processus, quoi. Clairement. C'est comment tu transmets le message, comment tu fais comprendre que ça existe, etc. Donc, bah ouais. Bah écoutez, je crois que c'était un beau podcast. Merci pour l'accueil encore une fois. Avec grand plaisir. Et puis nous, on se revoit bientôt de toute façon pour finir ce morceau là. Exactement. Il serait temps là depuis le temps là qu'on est dessus. Et puis ouais, je sais pas si ça t'as envie de. Où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-nous un petit, je sais pas, t'as un Insta, Alors Instagram, tout sur Réponse Studio. J'ai un site web qui a été tout rafraîchi récemment. Voilà. Ok, et on peut te contacter directement là. Voilà, directement, sur Insta. C'est le réseau sur lequel je suis un peu le plus actif, mais. Ok. C'est quoi, réponsestudio.com réponsestudio-.com, réponse-studio.com. De toute façon, on mettra tout dans la description. Voilà, exactement, Je suis pas super... je réponds peut-être pas... C'est pas mon domaine, l'Instagram, mais grâce à Philippe, déjà un peu plus. Et puis on s'y met, gentiment. Gentiment, une chose à la fois, quoi. Exactement, exact. Mais ok, trop bien. Bah, merci. Magnifique, merci beaucoup. Bon, on se voit au prochain podcast. À tout bientôt. Ciao, ciao.